Non mais attends, que ce soit des BD ou des comics, c'est des trucs de gamins ça. Et sinon, tu lis des vrais bouquins? Je veux dire des super-héros en quimpe et en collant. Des mecs qui grossissent et qui deviennent tout verts. Et toi, tu veux en parler sur YouTube? C'est pas parce qu'il y en a qui le font déjà que tu dois être aussi con que les autres. Mais de toute façon, ils le font mieux que toi. Allez, arrête un peu tes conneries. Ah, Enki Bilal, ça c'est un auteur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission ô combien spéciale, puisque c'est un apéro comics pas comme les autres. On n'est pas chez nous, on n'est pas chez Bulle en stock, puisque nous sommes à la Malabule, à Lunel, à côté de Montpellier, dans le fief montpelliérain de notre ami Cédric alias Ced, qui nous a fait le plaisir de nous faire rencontrer un libraire tout à fait sympathique en la personne de Nicolas. Encore merci à lui de nous avoir permis de venir dans sa boutique, d'installer le matos à l'arrache, j'ai envie de dire, et de vous faire ce petit grand, en fait, apéro comics. C'était vraiment délicieux, on a hâte de le refaire. Il va absolument et indéniablement, j'imagine, venir à Amiens lors des rendez-vous de la BD 2025, avec comme tête d'affiche Monsieur Urasawa. Et j'ai très très hâte qu'on se voit, qu'on se refasse un petit apéro impromptu, qu'il soit comics BD ou même rien d'autre qu'apéro, parce que vraiment c'est un mec super. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir la Malabule, allez discuter avec Nicolas. C'est un passionné, il est passionnant. Et voilà, vous allez apprendre à le connaître là maintenant tout de suite pendant une petite heure et demie. Alors mettez vos arpions sur la table, allez chercher coca ou autre boisson alcoolisée ou pas. Attention, encore une fois, dangereux pour la santé. Sortez les cahuètes, les petits Pringles et tutti quanti. Bref, mettez-vous bien, l'apéro comics, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel apéro comics, puisque on vient de faire le point et j'étais plus du tout dedans. L'apéro comics, effectivement, en direct de Lunel. Lunel, bourgade très sympathique. Ah, bourgade, ville même. Ville. On était très étonnés. Oui. On s'attendait à un tout petit truc. Il y a combien de... 27 000 habitants. Mais 27 000 habitants. Nous, plus quand l'agglo, plus de 50 000 avec l'agglo. Quand il nous parle de Lunel, moi je voyais le petit village, voilà, sympatoche. Mais en fait, c'est juste, c'est pas une bourgade, c'est la ville. Ah, c'est à mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Donc, non, oui, mais... ça grossit. Donc on est en direct de Lunel, en direct de la Malabule. Exactement. Avec Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment ça va déjà? Ben, ça va bien. Voilà, la journée s'est terminée. Je suis heureux de vous accueillir ici à Lunel. Bah, carrément. Donc, et nous, très contents d'être là, du coup. Carrément. C'est Cédric qui a fait l'entremetteur, j'ai envie de dire. Exactement. Et qui nous a proposé. On était très contents et on a évidemment accepté avec plaisir. Puis très content que toi aussi, tu aies joué le jeu et d'avoir accepté. Il a une pile de recos, mon pote. Il va nous assommer. On m'avait Autant pas vous donné dire de que... consigne. Alors... Mais on est d'autant plus heureux d'être ici que c'est ce qu'on recherche, nous, quelque part. Mais complètement. Aussi. Ce genre de rencontre et ce genre de soirée, d'enregistrement, c'est ce qu'on recherche vraiment. Et puis l'apéro BD comics se veut aussi ça. Exactement. C'est-à-dire que moi j'ai toujours dit que j'aimerais trop en faire dans plein de boutiques différentes. Là demain on va chez Comic Zone à Lyon. Bon, alors on les a pas prévenus, donc voilà. Mais à terme, c'est vrai que j'aimerais bien aussi en faire chez Comic Zone, chez Excalibur, enfin chez plein de boutiques comme ça qu'on peut connaître. Et du coup, on a commencé avec Bulle en stock et c'est toujours un plaisir de les faire. Et c'est une tuerie. Et donc tu viens d'Amiens ou en tout cas de la Somme? C'est ce que tu Non, la légende raconte, mais c'est pas vrai. Je n'ai jamais vécu à Amiens. Mais j'ai fait partie pendant 13 ans du festival des rendez-vous de la BD d'Amiens et de l'association On a marché sur la bulle. Donc voilà, donc je connais Laurent, Quentin, les heureux propriétaires de Bulle en stock à Amiens, qui sont des petits choux à la crème. Donc, c'est clair. Donc, voilà. Franchement, les deux. Alors Quentin, on le voit un peu moins, c'est ce qu'on se faisait comme réflexion la dernière fois, parce qu'ils ont repris un truc au-dessus, la Belle Geek. Et du coup, c'est vrai que Quentin y est beaucoup plus souvent fourré. Il a toujours été plus manga. Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr. Bien sûr. Et c'est pareil, de toute façon, ça s'est agrandi. Avec le Covid, ils en ont profité aussi pour faire des travaux. Je ne sais pas si tu y es retourné depuis. J'y suis pas retourné depuis 2023. Ouais, donc tu as vu après Covid quand même, du coup. Et ils ont tout le truc manga. La boutique d'à côté pour faire... Quand ils pensent, c'est un truc de malade. Hein, parce que vraiment, moi j'arrive...
je peine à me souvenir qu'il y avait que la boutique BD et que pourtant ils y casaient du manga et tout. Enfin bref. Mais évidemment, on n'est pas tout seul puisqu'on est avec Léna. Bonsoir Léna. Bonsoir mon cher Jules. Ouais, alors on va faire en mode présentateur, hein. Je n'ai que 2 micros pour toute cette tablée. On fait ce qu'on peut, on ne sait pas, puisqu'on n'est pas dans les locaux d'habitude, si ça va marchouiller avec les micros des différentes caméras. Donc là, pour le coup, on essaie de faire au mieux. T'as bien le petit bitonnier rouge, hein. Tout à fait, rouge et vert. Ah, ce serait vraiment con que ça Tout marche. à fait. Et donc le Cédricounet, Toujours là. Bah ça va. C'est impeccable. On commence. Alors, donc, je me dois de rappeler qu'on n'est pas là pour se pinter la gueule, mais voilà, pour discuter de nos passions. Après, sur un malentendu, on ne sait pas où ça peut nous mener, tout ça, mais en tout cas, de parler de notre passion, comics en l'occurrence. J'essaie de me l'imprimer, parce que je suis pas à l'abri que je vous parle d'Astérix, mais... Et parler de BD sur le vin, si tu veux parler avec voilà. Il y en a une qui serait ravie. Non, notre petite Léna qu'on aime beaucoup. On est content. Le vin aussi. Ouais, et les deux ensemble. Et les deux ensemble, alors, c'est super formidable. Et donc, on va... Disclaimer, on n'est pas là pour se pinter la gueule, mais pour parler de notre passion autour d'un verre. Et il y a Léna qui regarde son anti-sèche pour... Tout est casé, tout est cadré. Non mais c'est ça qui est formidable. Et s'il y a un super iPad, oui, de bonne facture, de belle facture. Oui, c'est vrai. Si je peux me permettre... Est-ce que tu l'as facturé à ta boîte, celui-là? Non. Parce que madame... Alors, je peux ou pas? Non, j'ai pas le droit. Ah bah non. Elle sait pas ce que je veux dire. Ma vie... Non, si, ça. Alors je le dis chaud. Madame s'est fait financer par sa boîte, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, un Mac flambant neuf, puisque madame maintenant est au marketing. Et on est très content pour elle. Et on remercie ta boîte. On donne pas le nom. On remercie sa boîte. Merci beaucoup. Il y a des choses qui seront coupées au montage ou pas? Pas du tout. Il n'y aura pas de montage plus que ça. Au contraire. Le son, on va s'assurer que c'est très bon. Non mais ça te dérange pas? Non. C'est trop tard de toute façon. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent me suivre jusqu'à mon boulot. En tout cas, bref, trêve de blabla. On est là pour parler comics et du coup, c'est toi qui vas commencer. Parce que là... Oui, voilà. Je pense que là, on est obligé on ne va pas y couper. Si vous voulez. Et encore, j'ai réduit. Hein. Il y en a encore qui sont derrière. Tu vas pas parler de tout ça, je te l'annonce. Non. Mais ça, j'en parlerai vite fait à la fois. Fin. Ça, tout le monde connaît. Oui, mais c'est bientôt Noël. Il y en a plein qui connaissent pas Lock and Key, Je suis d'accord, qui est une super série de BD. Donc j'en parlerai pas, mais du coup j'en parle. Hein. Non, mais effectivement, Lock and Key, non, ils l'ont ressorti il y a pas très longtemps parce qu'il y avait que l'intégrale qui était disponible, qui coûte quand même un bras. Et c'est une chouette série qui est beaucoup mieux que la série sur Netflix, qui est beaucoup plus noire, beaucoup plus trash et que je recommande. Donc ça c'est le tome 1. C'est le Lock and Key, du coup, l'intégrale, l'omnibus, il est à quoi, 80, 89 €? 70 de mémoire. Ah ouais, c'est 70? Ouais. Cher, je crois. Ah ouais. J'aurais dit 80, je sais pas pourquoi. Mais là, on est sur 40 balles, c'est le même tome, le même format que les Tortues, que l'intégrale des Tortues. C'est le même format avec l'intégrale des Tortues. C'est le même format, et effectivement, j'ai pas le prix, mais ça doit être ça. Et oui, mais le truc, c'est que pour Noël, les gens, ils peuvent plus facilement s'offrir. En plus, l'édition est quand même de qualité. Elle est belle, mais très belle. Elle est chouette. Et il y en a pour qui l'intégrale. Oui, non, mais déjà, c'est carrément. Gros à acheter, puis c'est pénible à lire, parce que c'est quand même. C'est 35. C'est 35. Okay. Enfin, en tout cas, le tome 3 est à 35. Je pense qu'ils ont. En fait, je crois que celui-là est prévu en 4 tomes parce qu'il y a aussi. Les séries hors-série, les séries annexes, effectivement. Ouais, et puis là, je crois qu'il y a un peu plus d'un tome. Il doit y avoir un tome et demi là-dedans par rapport au petit tome qu'il y avait avant, qui était en rigide. C'est la reprise qui était sorti avec cette couverture-là chez Milady. Alors, en fait, le truc, c'est que chez Milady, comme chez iComics, il y a eu les tomes uniques. Il y a l'équivalent de 2 tomes dans ces intégrales-là. Il y avait donc 3 tomes de la Master Edition, c'est celle que tu tiens dans les mains. Enfin, c'est pas celle-là, justement. Non, c'est en hardcover. C'était en hardcover, c'était sur la même maquette, machin. Et ça a été en rupture très très vite. Et donc, ils ont ressorti celle-là, qui reprend la maquette de la Master Edition. Ils l'ont fait en souple à la manière des tomes. Des intégrales. Ils avaient aussi fait, tu la vois là dans les rayons derrière. Yes, c'est la grosse comme ça. Qui est magnifique. Mais qui est magnifique. Mais c'est la fanée au niveau du poids. Par contre, moi, c'est un peu psychologique pour le coup. C'est-à-dire que donc avant, tu avais exactement la même chose, donc en 3, en 3, et en dur pour 30 balles. Là, tu as du souple, même si j'aime beaucoup le souple, c'est 35, et c'est la même chose que tout à l'heure. Il y a plus de 10 ans. Non mais ça, je suis complètement d'accord. Mais du coup, il y a un petit côté,
Par contre, l'idée d'avoir fait le 4e dans la même collecte, ça c'est très très cool. Parce que moi j'ai même hésité, hein. Moi j'ai les tomes uniques, je les avais eu. Moi j'ai les tomes comme ça, mais hardcover, et c'est vrai que. Et du coup, ouais, moi j'hésite à prendre dans cette édition-là. Ce qui est sûr, c'est que je prendrai le 4e. Ouais, tu la prends aussi. Je prendrai le 4e puisque je les ai pas. Et là, pour le coup, c'est bien plus avantageux. Bon, bah voilà, je voulais pas vous en parler, mais vous en avez. Mais oui, mais nous aussi, on est comme ça. Moi, j'ai mis longtemps à. Jules m'avait offert, parce qu'avec Jules, à Noël, on se fait des cadeaux. Et à un Noël, il m'avait offert le tome 1. Et le tome 1 de chez Milady. Alors que c'était plus édité chez Milady. Donc moi, je me suis fait un point d'honneur à me faire toute la série chez Milady en chopant ça d'occasion. Et quand j'ai lu la série, je l'ai lu d'une traite, quoi. Jules m'avait dit, lui, il l'a lu d'une traite. Et puis j'ai dit quand même, il y a 6 tomes, il faut se les fader, machin. Et en fait, putain, ça se lit. C'est extraordinaire. C'est une des meilleures séries que j'ai jamais lues. Je les ai achetés dans la foulée, les 2 et 3. Et heureusement, parce qu'après que je les ai achetés à Cultura, ça a été devenu introuvable. Et moi, je l'ai déjà dit, j'ai pris... j'ai pris les 6 tomes à la médiathèque. Je venais de prendre ma carte en avançant l'argument à ma femme que je ferais des économies. Donc j'ai été les lire à la médiathèque. Je les ai ramenés le lendemain. Je faisais les petites annonces pour essayer de trouver les 6 tomes parce que je voulais ça dans ma collection, quoi. Franchement, c'est vraiment. Et il y a une ambiance, il y a une vraie ambiance d'angoisse. Hyper pesante, les clés sont beaucoup plus présentes. Puis même, les personnages sont beaucoup plus sombres. Voilà, moi, c'est sombre, c'est angoissant, c'est à concept. Ouais. Parce que c'est vrai que moi j'ai jamais revu un autre truc comme ça dans une autre série. C'est du Joel, c'est du Joel pur jus, quoi. Ouais. En fait. C'est clair. C'est tout ce qu'on aime dans ce que fait Joel, ce que fait son père aussi, Stephen King. Ouais. Et c'est ça que j'aime. On en parle souvent quand on parle de ce genre d'histoire, ce genre de série. On adore cette atmosphère, cette ambiance, cette Amérique-là aussi. Parce que, comme quand Stephen King ou Joel écrivent leurs bouquins, ils sont dans le Maine, et on est carrément dans l'Amérique profonde. Et moi j'adore. Et on est carrément dans l'Amérique profonde, là. Non, mais j'ai l'impression qu'on va entendre les chips puissance 1000. Je sais pas pourquoi ça craque, mais de fou. Bon, j'ai quand même envie d'en parler parce que c'est très angoissante, donc on va quand même Allez. Attention, je suis plus à ça près. Quelle émission. Ouais, non, mais je sais faire court. Alors, Cédric te dira, le libraire parle beaucoup. Mais nous, on sait pas faire court, c'est ça le problème. Mais voilà. Urban, qui, soit dit en passant, fait quand même un travail éditorial assez remarquable par rapport à d'autres, qui sont beaucoup moins marvelous quand même. Urban a racheté les droits de Skybound Image, qui a lancé une collection autour des Universal Monsters. Donc pour la petite histoire, les Universal Monsters, ce sont ces films parus, pas parus, diffusés, réalisés entre les années 30 et les années 60, quoi. Les films horreur, frissons, SF fantastique, pour beaucoup en noir et blanc. Les 2 premiers qui sont sortis sont Dracula et La créature du lac noir vit toujours. Perso, j'ai une petite préférence pour Dracula parce que graphiquement c'est vrai. Qui c'est qui a dit ça du tout? Ah là 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 là. Simons, qui a fait Department of the Boss. Exactement. C'est particulier. Martin Simons. Martin Simons, pardon. On a quelque chose d'un peu plus classique sur l'étrange créature du lac noir, qui est Matthew Roberts au dessin. C'est des adaptations. Alors, pour Dracula, moi qui suis fan de Dracula, c'est vraiment une adaptation du film, qui était du film de 1900... mon anti-sèche est là-bas, de 1931. Voilà. D'accord, avec Lugosi, non? Bela Lugosi. Bela Lugosi, plutôt. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, j'en parle au début. Il y a une petite préface qui est hyper intéressante, qui resitue, parce qu'effectivement, c'est pas complètement le roman de Bram Stoker versus le Dracula de Coppola, qui était quand même plus proche, donc il va pas dans les Carpates, etc. Donc c'est une histoire un peu différente. Mais ça matche super bien. Moi, je sais que j'aime... Le personnage de Dracula ne parle jamais, et ça, c'est... Il y a quelque chose d'assez... Ça renforce le côté angoissant. C'est de la couleur directe, en tout cas, si ça n'en est pas, c'est assez bluffant, parce qu'il y a quelque chose d'hyper pictural. Voilà, donc ça, c'est super bien. L'étrange créature du lac noir, c'est un peu plus classique graphiquement. Mais en termes... mais ça m'a l'air quand même beaucoup moins...
ravagé, et je dis pas ça méchamment, Que Department of que Truth. Department of Ouais, Truth. c'est beaucoup plus clair. Il y a quand même un truc un peu plus... Ça n'a rien à voir. Il y a une Laquelle ambiance c'est qui la est réflexion l'ambiance que je me faisais. qui est l'ambiance vraiment de ces films de ces années-là, très noirs, un peu un peu lancinant. Ouais, Alors ça, on c'est a le moins plus le côté bon, à l'époque c'était du noir et blanc, donc mais la trame narrative est a priori celle des films avec une libre Et tu vois, ce qu'il disait donc ça je recommande. Titou hier, ça fait très Sorrentino. Sorrentino sur... merde, comment ça s'appelle Gideon Falls. Gideon Falls, tu vois. Mais oui, c'est moins fouillis que... Et moi je les mets en album en fait, ces De albums-là. toute façon, C'est c'est Parce lui que, Bah, c'est le but d'Urban, c'est ouais. clairement le but. Cette hein. collection est faite pour attirer le... De toute façon, ça, je trouve qu'il y a une politique. Alors là, pour le coup, c'est pas. Comment dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a vraiment une politique de gommer un peu l'aspect de comics. sortir du rayon comics. Là, avec ces albums-là chez Urban, là, on en parlait avec Jaune au label 619 chez Rue de Sèvres, côté manga. Où vraiment, t'as l'impression d'avoir une perfecte entre les mains, hein, très clairement. Et avec ces premières pages en couleur, puis en noir et blanc. Je trouve qu'il y a vraiment un côté où on essaie de gommer un peu. Alors certains aimeront pas l'idée et d'autres. Alors gommer, oui et c'est non, bien, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a des narrations, des formats, Oui. on sort du côté très épisodique du Bien comics classique, Bien sûr. et ce qui fait qu'on se retrouve plus dans une narration dite franco-belge, on va dire européenne. Non, mais pour séduire aussi un Franco-belge, certain je veux plus rien lectorat, dire. quoi. Et moi je l'ai vu, hein, les Brigades Chimériques, que j'avais mis donc derrière vous, là, au rayon comics. Ouais. Un jour, je l'ai bougé, je l'ai mis dans le rayon fantastique. J'ai un client qui l'a regardé. Mhm. Et un client qui serait jamais allé dans le comics. Ah non, mais voilà. carrément. Donc, il y a des choses où on a cette narration très en épisode qui justifie d'être en comics, et d'autres où on est plus sur des récits au long cours. Voilà. Donc, en tout cas, chouette collection. Et la créature du lac Noir, moi, j'arrête pas de les saouler avec ça. hein. La cover, je la trouve magnifique. Comme on est en octobre. Attends, chacun son tour. Ah, pardon. Non, mais attends, là pour le coup, si je peux me permettre, je pense qu'il est vraiment dans la même lignée. Allez, Batman City Voilà. of Madness. C'est pour ça que je voulais enchaîner. Là, là-dessus. évidemment, ouais. Mais après, Non, vas-y. c'est vous les maîtres de cérémonie. Ouais, je voulais enchaîner avec ça. Batman City of Madness de Christian Ward, qui est clairement un hommage. Alors, il n'est pas cité, mais c'est clairement un image à l'univers de Lovecraft, Ouais, bien sûr. et à la créature, enfin, à la créature du Cthulhu, des grands anciens. Voilà, c'est ça que j'étais en train de chercher. Avec toute une histoire du Gotham d'en haut, du Gotham d'en bas. Moi, je trouve que c'est hyper cohérent qu'on introduise du Lovecraft dans Batman. Déjà, comme on le disait en préparant l'apéro comics, déjà rien que la prison emblématique de Gotham est une référence à Lovecraft, puisque beaucoup des histoires du fameux reclus de Providence se passent dans la ville fictive d'Arkham. Voilà. Et donc là, il y a toute une histoire, Gotham d'en haut, Gotham d'en bas, donc deux univers parallèles en miroir, avec une créature qui s'échappe, avec Batman, deux Batman qui vont se faire face. Graphiquement, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé il y a du Dave McKean, il y a plein de choses. C'est hyper intéressant. Et dans la narration, hein, parce que Batman est quand même un personnage hyper sombre, on retrouve tout ce côté hyper sombre, hyper angoissant, étrange qu'il peut y avoir dans Batman. Donc, ces deux univers qui cohabitent bien ensemble. Et je trouve que c'est un album qui peut aussi plaire à des gens qui n'iraient... Je pourrais presque le mettre en album, en fait, parce qu'en plus, le format s'y prête. C'est une histoire comme dit un de mes représ, autoconclusive. C'est-à-dire, c'est une histoire qui se termine, et qui peut se lire indépendamment de n'importe quel univers narratif de DC, quoi. Pour le coup, c'est le Black Label aussi qui veut ça, quoi. L'univers Black Label, il est vraiment riche de ça, de trucs autocontenus et qui marchent bien. Mais moi, encore une fois, la cover, je la trouve ouf, avec un vernis sélectif qui, pour le coup, là, a vraiment du sens, ça marche de dingue. Puis j'aime ce format carré, moi. Ah ouais, non, franchement. Et il y a Néo qui en a parlé récemment sur la chaîne, qui trouvait que c'était bien, mais il en faisait pas... Moi, je suis sûr que je vais adorer. Vraiment, l'ambiance, le dessin, tout...
Après, on n'est pas toujours obligé Oui, de bah, tomber en pamoison pour un c'est- album, il peut être bien. bien sûr. voilà. Et c'est ça aussi. Et Mais de toute c'est façon, un bon moment, quoi. on le dit tout le temps, que ce soit sur l'apéro comics, l'apéro BD ou quoi qu'on fasse sur notre chaîne, l'important c'est aussi que vous fassiez votre propre opinion. On donne juste notre Voilà, avis. on donne notre avis, mais c'est tout quoi. En tout cas, voilà. Moi, en tant que libraire, je le recommande aussi bien à des amateurs de comics Ouais. qu'à des un peu néophytes qui aimeraient bien Batman et qui aimeraient bien cet univers un peu, voilà, Lovecraftien. un peu angoissant. Bah merci beaucoup, Ouais. déjà pour, Ça donne envie, pour cette En première tout cas, les deux salve. premiers aussi, puis celui-ci m'ont donné vraiment envie. Hein. Ah, grave, Clairement. Allez, Et donc c'est Nico qui va se coller à la prochaine Rocco, mon petit lapin. Alors autant te le dire tout de suite, tu vas déterminer mon achat ou non. Il y a Spider-Man qui a essayé de me soudoyer C'est par rapport à Zoro. Par rapport à Zoro. Par rapport à Zoro. D'accord. Parce que Ah. j'ai cet ascenseur émotionnel de Dingo. Je l'attendais, tu sais mon amour pour Sean Murphy. Tout à fait. Et son dessin, noir et blanc couleur, noir et blanc couleur, noir et blanc couleur, je ne sais pas quoi prendre. Et il y a Spider-Man qui m'a dit, bah franchement, vas-y, fonce. Alors, parce que je t'ai entendu dire en off tout à l'heure que tu avais kiffé le Zorro de Sean Murphy. Moi, je serais un peu moins dithyrambique que ça. Ah. Parce que je suis de la génération qui a... Alors, je suis pas la première génération qui a suivi la série Zorro à la télé, parce que sinon, je n'aurais pas l'âge que j'ai. Mais j'ai vu la série Zorro sur le samedi soir sur France 3 dans l'émission Disney Channel. Je sais pas si vous vous rappelez. Animé par Jean Rochefort. Exactement. Et je kiffais ce soir-là. C'était une soirée avec mon frangin qui était privilégié parce que nos parents, c'était le seul soir où ils nous laissaient regarder la télé tout seul. Et donc c'était mortel. Et quand moi j'ai su que Sean Murphy avait ça fait longtemps qu'on le sait, hein, qu'il était sur un... Bah, il en avait parlé chez Bulanstock. Exactement, sur une adaptation de Zorro. Je me suis dit, bah voilà, ça c'est pour moi, quoi, carrément. Et voilà. Alors, tu parlais du dessin, c'est du Sean Murphy tout craché, et on est très content parce que on adore, nous, le dessin de Sean Murphy sur la chaîne en particulier. Et ça rappelle, tout à l'heure on parlait de Batman, on parlait pas, mais on peut en parler. On peut parler de plein d'autres personnages de la pop culture qui ont de près ou de loin comme référence Zorro. Moi j'ai été déçu. Ah. Ouais. J'étais déçu parce que en fait le point de départ est très intéressant, le fait de faire partir Zorro, la fête des morts au Mexique, classique, c'est très très bien, c'est très très bon. J'ai envie de dire, ah, les Allez, rôles on s'inversent. Et donc, mais je trouve que le truc de départ, c'est qu'on est sur un Zorro de pacotille quelque part, j'ai envie de dire, qui est un Zorro d'apparat, qui fait partie d'une fête, enfin qui est l'égérie d'une fête, la fête des morts, et qui n'a pas du tout vocation à être le Zorro qu'on connaît, c'est-à-dire le Zorro, Ouais. le chevalier, le cavalier solitaire, Qui qui surgit surgit de de la la nuit, nuit, etc. C'est pas ça du tout, c'est un Zorro. C'est un Zorro d'apparat théâtral qui a pour faire pour la faire courte, pour promouvoir cette fête des morts chère aux Mexicains. Donc jusque-là, très bien. On se dit, bah ouais, super, parti pris de Sean Murphy qui essaye de réécrire un peu la légende de Zorro, c'est super intéressant. Et puis, là, on voit plein de choses qui sont téléphonées dès le départ. C'est-à-dire qu'on voit les enfants, le fils et la fille de ce Zorro d'apparat, qui sont pris à partie par la mafia locale. Et paf, je la fais courte encore, ellipse temporelle, on fait un bond en avant de 20 ans, à peu près 15-20 ans, et il y a ce nouveau Zorro qui apparaît. On sait pas d'où il vient, on sait pas d'où il... Parce que tout le monde croyait que c'était une légende, tout le monde croyait que c'était vraiment une légende. Et en fait, non, il réapparaît. Un Zorro un peu taciturne, même muet, qui parle pas, clairement, mais qui sauve la veuve et l'orphelin. Vous avez fini? Très bien, il est bon, hein, ils sont bons. Hein. Les sans gluten. Il y en a d'autres là, les trucs sans gluten, les crackers sans gluten. Je fais la pub. Crackers sans Et gluten. voilà, ça y est, les emmerdes commencent. Et moi j'ai été déçu parce que, en fait, comment dire, là je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment badass, de voir un Zorro qui se bat, un Zorro. Je m'attendais à voir le sergent Garcia débarroulé, à voir tout ce truc qui... Parce qu'en fait on a clairement le passé qui ressurgit dans cette histoire. C'est-à-dire le personnage de Zorro qui apparaît 20 ans plus tard. Moi, j'aurais aimé qu'ils soient accompagnés d'un passé qui ressurgisse avec lui. Et
c'est pas vraiment le cas. Il nous laisse sur notre fin de ce point de vue-là, Sean Murphy, parce que même si le parti pris de faire revenir la mafia du début, parce qu'on va se rendre compte que les liens, il y a des liens forcément entre ce que je vous ai raconté du début par rapport à ses enfants et ce qui se passe 15 ans plus tard, forcément. Mais c'est tellement... Enfin, tu le vois comme le nœud de la figure, tu te dis, bah ouais, comme souvent le dit Jules, le fusil de Tchekhov, il y a plein de trucs comme ça qui arrivent et tu te dis, bah ouais, si, ça, c'est pas là par hasard. Sean Murphy s'est pas fait chier. Sean Murphy s'est pas fait chier à le mettre là pour... Et ouais, c'est de ce point de vue-là que j'ai réfléchi sur ma fin. Je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est pas bon, mais moi, vraiment, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu n'as pas eu ce que tu cherchais. Et j'ai pas eu ce que je recherchais. Et souvent, c'est pas souvent que je recherche des choses quand je lis un truc. Mais là, Zorro, forcément, on s'attend à... Je m'attendais pas à voir le Zorro que je connaissais forcément. Je m'attendais pas à voir l'histoire avec... Enfin, qu'on connaît de Zorro, la série animée, n'importe quoi. La vieille série qui a été recolorisée, colorisée même, je dirais, très tardivement. Moi, quand je regardais la série, elle était en noir et blanc au début. Mais je m'attendais à plus de cohérence avec ce qu'on connaît de la légende de Zorro. Là, il y a des choses intéressantes, il y a des choses de la mythologie mexicaine qui arrivent, il y a des choses de... Mais... c'est vraiment à notre époque. Bah oui, complètement. C'est moderne. Je crois qu'à un moment donné, il est en motocross, quoi. Oui, on est à l'époque, on est dans... Puis un Sean Murphy en bagnole. C'est contemporain. Oui, bien sûr, de ce point de vue-là, alors c'est cohérent avec, justement, c'est bien ce que tu m'amènes sur ce terrain-là, parce que c'est cohérent avec Sean Murphy, pour le coup. Sean Murphy, les bagnoles, les motos, c'est très manichéen, de toute façon. Mais... Je m'attendais à autre chose de Sean Murphy, et je trouve qu'il a... Pour moi, il a manqué son passage sur Zorro, vraiment. Mais si je dis pas de conneries, il a racheté les droits ou... Il me semble qu'il a racheté les droits, ouais, bien sûr. C'est dans le domaine public. C'est dans le domaine public, du coup? La petite histoire, c'est que Zorro, c'est un personnage de la littérature sud-américaine. Donc le personnage est dans le domaine public en tant que tel. Ok. D'accord. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce que tu n'as pas aimé. Ça, c'est intéressant. Ce que je trouve intéressant, moi, au contraire, dans ce Zorro-là, c'est qu'il a pris un peu le contre-pied de ne pas refaire une histoire de super-héros qui, le jour, est Diego de la Vega, et la nuit est Zorro, etc., etc. Et qui prend de Zorro cette espèce de symbole qui est complètement inadapté à notre époque moderne. Et on comprend au fur et à mesure pourquoi, donc voilà. Et qui prend le Zorro dans toute la symbolique qu'il a, parce qu'il va jouer un rôle par rapport à ce qui se passe dans ce village de la Vega, complètement gangréné, comme tu l'as dit, par la mafia, depuis la mort du père de ces jeunes-là. Et alors moi, je suis moins calé sur le travail de Sean Murphy, mais justement, en fait, moi, ça m'a surpris, parce qu'effectivement, je m'étais dit... encore un truc où ils vont nous refaire après Antonio Banderas. Il y a une série Zorro qui va arriver bientôt sur les écrans, une série là en live action, etc. Là, il y a la pub à la fin. Il y a la pub à la fin. Page, et justement, il prend un contre-pied. Ouais, c'est ça, avec Jean Dujardin. Il prend un oui, parce que il prend un contre-pied auquel on s'attend pas en se réappropriant la légende de Zorro. Donc pas complètement de pacotille, parce que finalement Zorro, dans toute l'introduction de l'histoire, est un personnage qui a existé, qui a représenté un symbole de liberté, etc., d'émancipation. Et l'histoire se construit autour de ce que représente le personnage. Et moi, ça, j'ai trouvé ça... Alors, j'ai pas eu un gros coup de cœur, voilà, mais je trouvais que c'était hyper plaisant à lire. C'est une BD d'aventure un peu d'aventure-action qui passe bien. Et moi, je m'attendais à rien de particulier, si ce n'est qu'on nous ressorte effectivement, comment il s'appelait tous les personnages, moi, je m'attendais Bernardo, à ce que le Muet, etc., le Tornado et tout. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'est pas tombé dans une énième réécriture du super-héros mexicain, quoi. Mais moi, c'est complètement ça, parce que le titre d'Entre les morts, alors en français, en anglais, c'est
comment ça s'appelle en anglais? C'est quoi le titre original? Parce qu'il y a une Vas-y, petite Brock, j'ai il y a une petite distinction entre le titre français et le titre original. Mais pas expliqué. moi non plus, je m'attendais pas à avoir déjà ce qu'on connaît de Zorro. Mais je trouve qu'il s'en éloigne. C'est pas qu'il s'en éloigne beaucoup trop, mais il fait pas c'est pas du bon Sean Murphy, moi je trouve, sur ce titre. Je trouve qu'il rend pas l'hommage qu'il aurait mérité Zorro et la légende qu'on connaît. Mais on n'a pas le titre original, non mais c'est bon. Mais moi Man of the Dead. Man of the Dead, voilà, c'est ça. Donc il y a On est d'accord. il y a une distinction forcément entre le titre. Et moi, quand j'ai vu le titre en français d'Entre les morts, je me suis dit, on imagine qu'il va refaire, comme je le disais tout à l'heure, faire ressurgir le passé. Parce que quand j'ai commencé le truc, je me suis dit, ah, on est dans le passé, paf, on fait un bond dans le futur, ah, peut-être qu'il va. Et oui, certes, avec le personnage de Zorro et le personnage qui va être Zorro, tout le reste du comics. Mais je trouve qu'il y a des maladresses. Il y a le personnage, oui, effectivement, c'est comme tu l'as dit très bien, et je suis complètement d'accord avec ça, avec le fait que Zorro, à l'époque contemporaine, ça marche pas. C'est pas le super-héros qu'on attend, c'est pas. Mais il aurait justement pu en faire quelque chose de, comme je disais, beaucoup plus badass. J'aurais attendu ça. Alors, Ouais, mais ça en reste... même temps, il l'explique et on peut pas trop le dire parce que sinon Bien on sûr, spoil sinon on toute spoil, ouais, l'histoire. carrément. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire que Totalement, ce personnage, totalement. en fait, Je le trouve trop maladroit, ce personnage, en fait. ouais, mais c'est ça qui est, en fait, c'est cette attachant maladresse-là, moi, que j'ai aimé parce que finalement, elle se justifie d'une certaine manière qu'on ne peut pas dire parce que sinon on raconte jusqu'à la fin. Mais Par contre, Sean Murphy, moi, il y a vraiment un truc, je trouve que. Je veux dire, White Knight et Curse of White Knight a fait un gros gros boom. Vraiment, ça a mis une claque dans la gueule à tout le monde. Et à juste titre, hein. Enfin, franchement, moi je trouve ça dingue. Curse of White Knight, encore plus pour moi, mais après chacun il voit son avis, quoi. Mais par contre, j'ai l'impression que maintenant c'est le Sean Murphy. C'est ça. Je trouve qu'il se fait plus assez rare, que même quand il est. C'est pas sa série à lui, mais c'est sa femme qui écrit ou quoi, et il est derrière, et du coup, tu vois son nom, son nom est apposé sur plein de trucs, et c'est vraiment bête parce que je pense qu'il va commencer à se noyer et devenir normal. Tu vois, ce sera le Sean Murphy de l'année. Et Zorro, moi, ça m'a fait un peu ça. Dans la mesure où il n'y a pas eu de retour dithyrambique sur le truc, je l'ai pris un peu comme ça, comme c'était le Sean Murphy de l'année, quoi. Et c'est un peu bête parce que, White Knight, ça a été un événement, quoi. Enfin, un truc, l'avènement d'un truc et un événement en soi, quoi. Un truc de fou. Toi, tu l'as pas lu ? Non. Et tu me disais que tu ne veux pas le lire, ça ne t'intéresse pas. Non, moi, Zorro, c'est pas un personnage avec lequel j'ai spécialement grandi, c'est pas un personnage que je connais plus que ça. Donc, dans la multitude de choses à lire merveilleuses qu'on partage au quotidien, c'est pas sur ça que j'ai envie d'aller de prime abord. Et donc après, pourquoi pas si je tombe dessus un jour, mais en tout cas, ouais. Mais je suis moi-même, en fait, étonné. Je suis moi-même étonné de ne pas encore y être allé, en fait. Parce que vraiment, moi, Sean Murphy, mais je surkiffe, quoi. Et... Ah non, mais attends, au niveau dessin, au niveau de la composition des cases ou des planches, c'est du Sean Murphy tout craché. Donc de ce point de vue-là, c'est hyper réussi. Et puis, je trouve que le personnage de Zorro va tellement bien avec le trait de Sean Murphy. Ah oui, non, c'est clair. Clairement. Mais, voilà. Non, mais... Et toi, tu l'as pas lu ? Moi, je l'ai pas lu, et pareil que les nains. Zorro, ça m'intéresse pas plus que ça. Sean Murphy, oui, mais sans plus. J'ai aimé White Knight et Curse of the White Knight, mais je suis pas à attendre le Murphy. Et Zorro, donc ça vraiment, quand il était sorti, c'est vrai que ça en a beaucoup parlé. Ça m'a pas, à un seul moment, ça m'a j'ai essayé de le vendre, mais ça n'a pas marché. Pourtant, il en a vendu de la merde. Je t'interdis de dire ça. C'est toi qui l'achètes. C'est ça qu'à t'en prendre. Non, mais j'ai déjà parlé de ce monsieur qui m'a vendu des trucs improbables et qui m'ont fait chialer, donc il sait très bien. L'Enax. Paru aux éditions de la Gouttière, d'ailleurs. En passant. C'est lui. D'accord. Très bien. J'ai rencontré au rendez-vous de la BD, elle était au rendez-vous de la BD d'Amiens. C'est incroyable. Désolé, parenthèse BD. Non, oui. C'était vraiment très chouette, effectivement. J'ai froid, t'en avais parlé. Quand j'ai froid, pardon. Et effectivement, j'en ai reparlé aussi, et c'était vraiment un super moment. Ouais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que sur cet album, il faut saluer la justesse et la minutie de la mise en page, de la mise en scène, parce que le sans-texte ne pardonne rien. Il faut que tout passe par l'image, donc ça
ça demande une rigueur de mise en scène, et encore plus quand c'est de l'adulte, parce que l'enfant, effectivement, il faut cette rigueur-là, mais l'adulte, il faut en plus qu'il y ait cette force dramatique encore plus puissante, qui peut être sur de l'humour, qui peut être sur de l'émotion, etc. Et tout doit passer par l'image, et pour un premier album, c'était... Et en fait, je lui disais que, quand je l'ai rencontré, là, au fameux rendez-vous de la BD, je lui disais qu'effectivement... je lui disais que... Moi, je suis prof d'art appliqué, en fait, et je vais sûrement me servir de son bouquin justement pour ça. Pour tu vois, la communication par l'image, sans texte, et la mise en scène qui communique quelque chose, quoi. Et comme je ne fais pas de prosélytisme, il y en a un autre aussi comme ça en adulte aux éditions Delcourt qui est très bien, qui s'appelle Un océan d'amour, qui joue aussi sur ce côté un peu sentimental, mais un peu plus sur l'humour que Quand j'ai froid. Et que je vous recommande parce que c'est pareil, il y a toute une épopée, toute une aventure d'un petit pêcheur qui va se retrouver un jour de partir à la pêche et qui va... tomber dans une tempête, se retrouver recueillir par un paquebot, par des pirates à Cuba, etc. Et pendant ce temps-là, il y a sa femme qui le cherche. Et tout ça, vraiment, une narration adulte, s'appelle Un océan d'amour chez Delcourt, et dans la même lignée. Ok. Ouais, carrément, franchement. Et comme c'est un apéro comics... On ne parle pas de BD, évidemment. Léna, tu veux nous parler de quoi? Alors, je ne parlerai pas. Tu ne parleras pas. Je ne parlerai pas de ça. Tu ne parleras pas de ça. Mais vous allez l'acheter, hein, vous allez l'acheter parce que c'est le nouveau Brubaker Philips et qu'il est sorti et qu'il faut l'acheter. Voilà. Mais Que j'en tu as parlerai trouvé pas. bien. Qui est très très bien. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu en VO. Oui, parce que Madame Léna Madame Léna en VO, tout à fait. Donc très très bien, je vais le relire en VF et Cool. j'en parlerai. Évidemment. Mais pas ce soir. Ce soir, je vais parler de Duke et de Cobra Commander, donc qui sont les deux nouveaux tomes de l'Energon Universe, donc l'univers qui est lancé et chapeauté par Robert Kirkman, et dont on avait déjà un petit peu parlé avec Jules, puisqu'on avait parlé de Void Rivals et de Transformers. Ouais. Hein. Et juste Voilà. pour débriefer et rappeler aux gens, moi j'avais pas aimé Transformers. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment bas du front et ça se prenait au sérieux alors que c'est très con, ça devrait pas en fait. Ça devrait pas se prendre au sérieux et moi j'avais eu beaucoup de mal. Je comprends tout à fait les gens qui ont aimé. Moi Transformers en jouer, c'est pas un truc qui m'a... j'étais pas à fond dedans quand j'étais gamin. Par Non, non contre, plus. ce dont tu vas parler, les G.I. Joe, ça oui, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup avec les G.I. Joe et du coup j'avoue que je me tâte à aller dessus. Mais Void Rivals, toi t'avais adoré, et moi Transformers... Alors, j'avais adoré, j'avais trouvé ça très sympa. J'avais Mais passé un t'avais lu très bon Transformers moment. Je me souviens J'avais plus. pas lu Transformers, mais je vais Mais le du lire. coup, tu vas... Je vais le lire prochainement. Du coup, ouais, là, c'est les deux nouveaux tomes qui sont sortis donc, en même temps, qui sont vraiment sur deux tons différents. Alors, on est sur les mêmes formats. D'ailleurs, je tiens à saluer le nouveau travail éditorial d'Urban avec ces deux colorés très pétards. Et je trouve que c'est bien parce que ça sort un petit peu de leur noir traditionnel et qui rend toutes les bibliothèques identiques. Très pétard. Oui, Ouais. j'adore. Moi aussi j'ai tiqué Toi aussi, sur tu très l'as- pétard. C'est très pétant, mais pas Non. pétard. Si, Non, par chez nous. Ah, merci. Ouais. merci, Chez nous, on Cédric. dit pétard. Nous, on dit pétard par ici. On hein. dit c'est rouge Ah, écoute, pétard. on fume pas la même chose, quoi. Mais non, on on dit le très savait, pétard. Voilà. Donc, en tout cas. Justement, non, moi je suis pas d'accord. Moi j'aime bien avoir ma bibliothèque noire de Urban. Ah, voilà. Le libraire ne fume Mais pas de substance. on peut le garder. illicite. On peut le garder pour les Batman, C'est- non, mais pour le DC. Pour le pour DC, ça peut l'Energon, c'est vrai rester que très c'est noir. Oui, pour l'Energon c'est bien. J'aime bien Mais ce que sera voilà. mieux quand il y aura deux Transformers violets ou je sais plus quelle Ouais. couleur, mais qu'il y aura là, une un par un, pour régularité l'instant, de ça fait couleurs. un peu invincible, ça me fait chier. Ça fait un joli rainbow flag et Oui, pas faux. ce sera la thématique d'une C'est très, prochaine très émission. Ouais, donc deux couleurs différentes, mais bon, même format, même prix, parce qu'on est sur 18 €. Et donc, on est à chaque fois, si je ne me trompe pas, c'est Joshua Williamson qui est sur les deux titres, mais le dessinateur change. Donc, sur Cobra Commander, c'est Andrea Milana, et sur Duke, c'est Tom Reilly. Et Ouais, moi, j'aime bien parce qu'elle dit si je me trompe pas. Mais elle lit ses Mais elle notes lit sur ses l'iPad. notes. ah oui, mais écoutez, je vérifie que j'ai bien écrit. J'aime bien la mise en scène, tu vois. J'adore la mise en scène de Léna. Il se moque. Et on est effectivement du coup sur deux ambiances différentes. Alors Duke, ça va être plutôt le récit d'action. Donc de quoi ça parle? On suit le personnage de Conrad Hauser qui est un soldat et donc qui est surnommé Duke. Et lui, il va voir un de ses camarades tué par un être étrange qui semble être un être robotique. Mais- Et Alors, justement, excuse-moi de te couper, mais ça, du coup, j'ai l'impression de le voir dans Transformers. Du Ah, coup, mais il y a un complètement. rappel. C'est quoi le ah ben, moi j'ai pas lu Transformers, donc toi C'est la t'as scène tout que lu. tu vois. Alors, Ouais, mais dans du coup, est-ce que Transformers, il y a la deux scène, avions il y qui est se dans battent contre un Transformers. Tu vois le Transformers qui pète les avions. Enfin, Mhm. du coup, c'est un Decepticon.
il y a un pilote qui s'éjecte, Ouais. et sur le pilote, tu vois juste l'écusson marqué Duke. Tout à fait. Donc, tu sais que c'est lui. Et ça, Et tu revois Voilà. cette scène-là du coup c'est la... Donc, non, tu le tu le revois revois, plus loin dans les flashbacks, oui. Ouais, voilà. Et c'est la conséquence directe de cet acte-là Ok. qui C'est ça. lance ce tome-là. Et je me suis pas du tout intéressé, moi, à ce label et tout. Mais Duke, ça a un rapport avec Duke Nukem ou pas? Absolument. Non, non. Absolument pas, d'accord. Non, mais c'est juste un G.I. Joe en fait. D'accord, Ouais. ok. Ok. C'est un Enfin, J. Joe. ouais, c'est un- Oui, oui. Ouais, un c'est J.I. ça. C'est- Et donc, lui, il est un peu traumatisé par ce qu'il a vu, donc par son camarade se faire tuer par un robot géant, et il essaye de le faire remonter à sa hiérarchie qui ne le suit pas trop dans le truc, et donc il y a tout ce côté où lui va essayer de faire la lumière et de comprendre ce qui s'est passé, sans l'aval de sa hiérarchie qui va un peu le désavouer, et voilà, on part vraiment dans le récit d'action, un peu à la Mission Impossible, et qui est toujours désavoué parce que il défend, voilà, petit clin d'œil à Anto. Mais voilà, donc vraiment pure action. Moi, franchement, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça très divertissant. Le personnage m'a intéressé. Donc très bien. Les dessins font l'affaire sans être exceptionnels. Ça colle bien au récit. Donc très bien. Et Cobra Commander de l'autre côté tombe plus. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu plus style slasher. Donc on suit ce mystérieux Cobra Commander qui travaille pour l'organisation Cobra-La et donc qui est envoyé sur Terre pour trouver une source d'énergie. L'association s'appelle Cobra là. Ouais. D'accord. Voilà. Cobra-La, voilà. Et donc il est envoyé sur Terre pour trouver une espèce de source d'énergie et on va dire qu'il va reculer devant rien pour y arriver et quitte à faire quelques dégâts sur le passage, il n'y a pas de problème. Donc là on est sur un côté un petit peu plus sombre, un petit peu voilà, ce mystérieux personnage qui n'hésite pas à tuer si c'est nécessaire et à faire ce qui doit être fait. Alors pour le coup, je trouve qu'on peut lire sans connaître un petit peu l'univers, mais il est un peu moins facile d'accès que je trouve que Duke, où Duke t'es vraiment porté parce que il y a tu suis ce personnage. Cobra Commander c'est un peu plus flou dans le sens où si tu connais pas l'organisation un petit peu ça te pose pas mal de questions et je trouve que c'est un peu plus difficile à appréhender mais ça reste quand même très abordable et pareil là j'ai aussi passé un bon moment, j'ai un peu moins préféré que Duke mais en tout cas les deux m'ont donné envie de poursuivre cet univers. Mais ça, c'est un truc qui va s'étendre Ah oui, c'est de ouf, quoi. Enfin, c'est un truc qui est parti pour. partagé, ouais. C'est ça, ouais, c'est pour ça parti. qu'il faut le prendre maintenant. Oui, bah oui, c'est ça, bien sûr. Bah oui, j'ai Mais, bien compris mais par rapport à ça, mais justement, c'est, Ouais. ça fait un peu comme Ghost Machine complètement. ou un truc Ouais, comme ça. c'est Où ça. si tu l'as C'est pris le tout de suite univers bien pris dès le Mariotta, départ. Et ça a commencé avec Daniel Warren Johnson et Transformers. Kirkman. Et Kirkman. Et Kirkman, ouais, c'est ça. D'accord. Oui, en fait, c'est ça que moi j'aime bien, c'est que dans Void Rivals, tu vois un Transformers qui s'envole, et basta, on n'en parle plus, l'histoire de Void Rivals continue. Transformers, c'est la conséquence de ça, donc tu vois où il atterrit et l'histoire se lance. Et dans Transformers, il y a ce combat avec Duke, et donc ça c'est repris dans Duke, et dans Duke, tu as une scène qui est reprise dans Cobra Commander. Ouais. Donc ça fait vraiment une sensation d'univers partagé. Et d'ailleurs, à la fin de Duke et à la fin de Cobra Commander, donc c'est des séries, des mini-séries en 6. Ouais. Tu vois que c'est marqué à suivre dans G.I. Joe. Donc G.I. Joe sera la suite de ça. Ça, c'est mortel. en fait Ah oui, ok. la formation de l'équipe Ok, ok. des gentils et la formation de l'équipe des méchants. Ouais. Et tout ça, ce sera à suivre. Et enfin, je doute pas que Void Rivals, Transformers et tout ça, ça va se rejoindre dans un crossover d'ici quelques années. Bien sûr. Donc ouais, moi c'est le genre de petit bonbon que j'aime bien. À 18 balles, tu t'achètes ça, tu le lis. Franchement, moi je passe un super moment à chaque fois. C'est pas le chef-d'œuvre, mais tu passes un bon moment. Et t'es pas déçu de ton achat, et c'est d'autant plus, enfin moi quand j'ai racheté Duke, j'ai relu Void Rivals et Transformers, c'est vraiment le truc qui se relie facilement, et c'est très sympa, et moi j'aime beaucoup cet univers pour l'instant. Ouais, affaire à suivre, mais ouais, moi pour l'instant, j'aime. Alors que je pensais pas forcément que ça me parlerait, parce que moi j'ai pas grandi avec Ouais. les Transformers, j'ai pas regardé les films, G.I. Joe ça Ouais. me parlait pas plus que ça, mais j'étais curieuse. Et t'es parti pour te faire tout l'univers, du coup. Ouais, ça Ouais, donne envie comment de... dire qu'elle Non, était c'est ça, Oui. Ouais. Non, moi je suis allé. Franchement, au début, je suis allé pour Kirkman, hein, qu'on se le dise, et du coup par Void Rivals, et en fait, ça m'a vraiment attisé ma curiosité. Et là, quand je vois que Duke, j'ai passé un très bon moment aussi, c'est bon. Enfin, ils Non, m'ont moi, c'est chopé, pareil. quoi. Ils m'ont chopé et j'ai envie de continuer, quoi. Moi c'est pareil, Transformers, j'avais que les jouets, mais j'ai aucun souvenir de l'animé. G.I. Joe c'est pareil. Et c'est super facile de rentrer dedans, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et j'ai adoré la petite histoire derrière, enfin le lancement de la série Oui. par Kirkman. J'ai trouvé ça un coup de marketing génial. C'est-à-dire qu'il sort Void Rivals, tout le monde croit que c'est une série de SF normale. À l'avant-dernière page, tu vois un Decepticon, tu fais wow. Et à la fin, il te dit bon bah voilà, j'ai racheté les droits et c'est parti, on y va quoi.
J'ai trouvé ça de façon marketing, c'est très bien joué, mais Kirkman est Marketingment, tu peux le dire. Marketing. Bon, allez, on le dit. Allez, mais c'est bon. Il est très fort pour ça. Kirkman est très fort pour ça, comme sur la fin de Walking Dead. Ouais. Et c'est un univers qui donne envie d'être complétiste. C'est-à-dire, t'as pas envie d'en louper un, même si aucun n'est indispensable. C'est ouais, c'est fait, ouais. Tu- C'est fait pour aussi, hein. Je pense que Duke est pas indispensable pour la suite et Cobra Commander non plus. Mais t'as vraiment envie d'avoir tout D'avoir pour tout, ouais. connaître toute l'histoire et tout l'univers. Moi, je suis un petit peu plus mitigé. Pour autant, je vais aller quand même sur ceux-là. Je pense que je vais les lire parce qu'encore une fois, je suis un gros fan de G.I. Joe et j'en ai bouffé quand j'étais gamin. Et ça me ferait tellement kiffer de retrouver des personnages que j'avais dedans. Alors autant vous dire qu'ils étaient bien stéréotypés, bien comme il faut, et qu'à mon avis, il y en a qui vont passer à la trappe. Mais j'avoue que ouais, ça me ferait bien plaisir de retrouver ça. Et bah, c'est comme tu disais, un bonbon, et puis tu vois, nostalgie de gamin. Mais ouais, non, moi, Transformers, ça n'a pas du tout marché pour moi. Mais quand j'en discutais, notamment avec G, avec toi, avec d'autres qui ont pu lire Transformers, et qui ont kiffé, hein, je pense que j'ai pas du tout le même affect. Vraiment, vraiment. Moi, c'est pas un truc qui me... Bah ouais, je savais que ça existait, j'ai vu les films, mais je sais, c'est pas un truc qui me touchait perso, quoi. Donc voilà, mais hâte d'en découvrir plus. Merci. Merci, ouais, merci. Pour ce retour. Cédric ? Oui. Toi, tu vas nous parler d'eux ? De Deviant. Du coup, le Deviant qui est sorti en même temps que World Tree, qui sont 2 titres de James Tynion Force, et qui sont très bons tous les deux. Je fais une petite pub pour l'autre, mais très bien aussi. Qui ne font absolument pas partie du même univers. Rien à voir. D'accord. D'ailleurs, ils sont pas édités, donc le Deviant est édité dans leur grand format urban. World Tree, c'est pas du tout le cas. Ok. Et alors, que dire ? Déjà, c'est l'auteur de Nice House of the Lake. Et pour le coup, ça se voit, même si ça se voit plus dans World Tree. Ouais. World Tree ressemble beaucoup plus. Rien que les 12 cases. Ouais, et puis le fait d'avoir plusieurs personnages qui ont chacun leur rôle. Donc, le Déviant, c'est une histoire d'un auteur de comics qui en a marre de faire du super-héros. Okay. Donc, ouais, alors autant j'ai écouté une interview de James Tynion Force qui disait qu'il mettait un peu de lui dans tous ses tomes. Là, il met. C'est tout lui. Dans une certaine limite. J'espère qu'il n'est pas aussi ravagé, mais bon. Donc oui, il en a marre de faire du super-héros et il décide de faire une BD sur un meurtrier qui a eu... Alors, non, un meurtrier. Quelqu'un qui a été accusé de meurtre dans les années 70, qui a été accusé d'être un tueur en série. Ok. D'avoir tué des ados et les avoir décorés comme des sapins de Noël. Enfin, avoir décoré les cadavres comme des sapins de Noël. Donc il enquête sur lui, il rencontre le tueur et il y a une espèce de face-à-face qui commence à se mettre entre deux. Il y a un truc très important là-dedans, c'est que l'auteur de bande dessinée est homosexuel et le tueur en série également. Okay. Et ça va beaucoup jouer sur ça, sur... bah ouais, j'étais un mec qui était un peu attiré par les ados et du coup on m'a vite collé cette étiquette, donc est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi ? Pour l'instant on n'en sait rien. Et il y a tout ce face-à-face entre le tueur et l'auteur. L'auteur va se rendre compte qu'en décidant d'écrire sur ce tueur, eh ben, il va quelque part se trouver des réponses pour lui aussi. Ah oui, d'accord. Pour le fait d'être homosexuel, d'avoir été attiré par un monstre qui est homosexuel. Donc qu'est-ce que ça réveille en lui ? Ouais. Donc il y a une question de face à face qui fait vraiment penser beaucoup au Silence des agneaux. Ouf. Énormément. Voilà, c'est la ref qui fait mal. Ah bah, d'ailleurs, c'est cité, ouais. C'est cité dedans. Cité, Mais ça fait vraiment penser à ça. Et alors en plus, au-delà de ça, il y a un sens du storytelling et du cliffhanger qui est énorme. C'est-à-dire que là, à la fin du tome, j'ai qu'une hâte, c'est que le 2 sorte. Parce qu'on finit sur un truc, une révélation, tu fais non, c'est pas possible. Et donc toute l'histoire, tu le dévores. C'est vraiment excellent. Et ça parle énormément d'homosexualité, de la perception des homosexuels. Par exemple, il va interroger le flic qui a enfermé le tueur. Ouais. Et à partir du moment où l'auteur dit qu'il est homo, tu vois que le flic il le vit très mal. Ouais. Et du coup, tu te dis, est-ce que le flic l'a pas enfermé le tueur aussi parce qu'il était homo et que c'était vite fait de l'accuser. Donc il y a plein de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses en sous-texte aussi. Et c'est vraiment très très bien mené. Les dessins sont géniaux. Et ouais, à la fin, t'as un cliffhanger, tu dis... Je te cache la dernière page, mais...
Le cliffhanger, t'as envie de voir la suite, c'est obligé, quoi. Il y a des images très explicites. Je suis content. Il y a des images très explicites. Je suis content de pas être allé sur Google pour marquer The Deviant. Non, ouais. Et du Mais, coup, mais comme tu dis, la perception de ce que les autres ont de l'homosexualité, du coup, je comprends peut-être aussi comment le titre. Ah bah, Je Oui. comprends mieux Oui. comment. Alors, le déviant, ça a été le peut surnom être du perçu. tueur aussi à l'époque. Mais ouais. Alors, en plus, ça parle de l'homosexualité dans les années 70, qui n'a Bah rien oui, à voir oui, avec oui. la vision que les gens en ont aujourd'hui. Bon, Mais, sauf pour certains. Hein. J'ai dans l'idée qu'il y a toujours des gens qui. Bah, tu vois que le flic, il a pas bougé. Lui. Il a pas Oui, évolué, voilà, c'est ça. En 50 ans, il a pas bougé. Mais du coup, autant au niveau de l'enquête, au niveau de l'histoire, qui est pas agréable à lire, mais qui se dévore parce que vraiment, t'as envie d'avancer dans l'histoire, t'as envie de résoudre, que les trucs se résolvent. Et autant ce que ça, des sujets dont ça parle derrière, Ouais. c'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment très bien mené. Ça fait aussi beaucoup penser à Department of Truth. Ouais. Alors, les dessins sont beaucoup plus light, ouais. visibles. Ouais, ouais. Je dirais pas beau, Ouais, mais non, mais. mais beaucoup moins fouillis, beaucoup plus Académique, quoi. beaucoup Ouais. plus- ouais. Tout en restant Mainstream, en fait. mais tout en Pas restant trop. des dessins vachement Ouais. aidés quand même. Ça fait penser un peu à Philippe. un peu. mais Ouais, pas un trop peu, dans ouais. le visage. Mais non, c'est très Enfin, très tu m'aurais bien. dit que c'était un beau Baker, que je serais pas tombé de ma chaise. Mais pareil, enfin voilà, c'est. Alors je dirais pas un petit bonbon, c'est un bonbon acide hein, quand même. On va pas se mentir, mais il est vraiment très très bien. Et il a un sens du storytelling, que ce soit dans celui-là ou dans World Tree, t'as qu'une envie, c'est de tourner les pages. C'est vraiment, il est vraiment très fort pour ça. Il y a certains trucs sur lesquels il m'a déçu, mais alors sur ça, et ceux qui ont aimé Nice House on the Lake Ouais. pourront lire World Tree, et ça, c'est dans la même veine, ça se lit aussi bien, Mais- c'est vraiment très très bien. Je trouve que justement, il est très fort pour faire des trucs d'horreur ou à ambiance, ou en tout cas de genre. Et puis pour y glisser des thèmes sociaux, des trucs qui peuvent déjà le toucher lui. Ah bah, qui peuvent toucher l'homosexualité, c'est une clairement, et il l'a dit, population. c'est un sujet qui le touche, Bien sûr. il fait partie de la communauté, mais et du coup, c'est vrai qu'il. Alors, j'ai perdu le titre. World Tree. Non, Nice House on the Lake. non, le mal dessiné. Ah, The Deviant. Voilà, dans Department of Truth, le héros est aussi homosexuel, mais c'est Ok. moins prononcé. Là, tu sens vraiment que ça en devient une problématique. Oui, ça fait partie du truc. Ça, quoi. ça fait partie du sujet, du ouais. sujet, quoi. Ouais. Ouais. Et mais c'est pas appuyé, ça fait partie de l'histoire. Oui, voilà. Et c'est vraiment ça très met très bien dosé. Un engrenage, quoi. Un Ouais, mécanisme c'est ça. de l'histoire, quoi. Et donc, ouais, vraiment, le Déviant, je crois qu'il sort le tome 2. Donc, c'est en 2 tomes. Donc, le tome 2 sera le dernier. C'est prévu pour janvier-février, mais ce sera Day One, c'est obligé. Et je pense qu'on va partir sur un achat, hein, de notre côté, très clairement. Tu veux dire qu'il faut que je te le réserve déjà de... Ah, ça pourrait éventuellement, tout à fait. Ah, si Et- t'as cassé et pas du fermé, coup- Toi, tu l'as pas lu, Nico? Non, mais Nicolas, toi, tu l'as lu? j'ai très envie. En vrai, j'avais prévu d'en parler et j'ai commencé à le lire, mais Ouais. je ne l'ai pas fini. Et Ouais. c'est vrai que dès le début, il y a une chose que je trouve intéressante, c'est cette espèce d'aller-retour passé-présent. Ouais. Parce que c'est chapitré. En fait, chaque tête de chapitre a un lieu et une date. Mais ouais, moi j'aime bien ce genre de narration un peu complexe où on fait des allers-retours Ouais. entre les lieux, les dates, et où il y a un côté patch turner, donc on a envie de savoir. Premier chapitre, le personnage explique son inexpérience à faire des paquets cadeaux, et le deuxième chapitre, on est 20 ans, 30 ans plus tôt, et on dit mais... Quel est le rapport? Voilà, Pourquoi donc je l'ai commencé, je pense que je vais le finir ce soir. Et, je vous le dirai pour la prochaine émission. Et par contre, il y a. Alors, moi, j'ai mangé le nom, mais on a fait un live à la cool avec G il y a pas longtemps, et du coup, il y a quelqu'un qui en parlait. Non, justement, il n'y a pas quelqu'un qui en parlait. Je parlais du fait que. Non, il y a quelqu'un qui en parlait. Et je parlais du fait que Urban a eu un coup de com' de génie, à mon avis, sans le vouloir. Mais la couve, c'est quand même un Père Noël avec les yeux tartinés de noir qui fait super peur. On est en plein Terrifier 3 au cinéma. Quelqu'un qui sort du ciné, qui voit cette BD, il va la prendre peut-être pas pour les bonnes raisons, mais il va se récolter du coup une bonne BD chez lui. Mais je trouve que
ça fait carrément penser au film, et quelqu'un qui va dans une librairie et qui a adoré le film, moi je sais pas, je l'ai pas vu, mais en tout cas va aller dessus. Oui, je l'ai pas vu parce qu'ils n'ont pas voulu aller le voir. On va le voir bientôt. Non mais c'est fou quoi. Je trouve Après, que tu vraiment... parles de la couve, il y a une chose qui est intéressante aussi, et moi c'est pour ça que je suis allé vers lui, parce qu'il y a un côté un conte de Noël un peu à la Bah oui. Dickens, Bien sûr. qui se dit, où on se dit effectivement avec ce Père Noël-là, on se dit, bon, un conte de Noël, The Deviant, The Nice House of the Lake, bon, ça va pas être drôle. Clairement, Ça va être un Noël de merde. Je crois qu'il n'y aura pas que des jouets sous le sapin. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc, Mais non, en tout cas, moi, ouais, ça part en achat tout de go. Mais moi, je tiens à dire que Ouais, c'est mais moi on est qui ai deux parlé Nicolas, là, pour la donc ça première compte. fois. Ouais, c'est pour ça. C'est vrai, écoutez là. C'est moi qui ai parlé pour la première fois de The Deviant sur la chaîne, Et ouais. puisque j'en ai parlé dans l'apéro comics tu pour m'avais déjà la sortie de hypé la de première ouf. issue. Tu m'avais déjà Et, hypé de ouf dans et le donc, SNG. ouais, je l'ai lu. Ça m'avait hypé. Oui, parce que rappelons que Madame lit en VO. Non, Allez en VO, voilà. Je l'avais lu en Sur sa VO et tablette. je m'étais dit le jour de sa sortie, enfin j'irai dessus parce Ouais. que j'ai trop adoré et que j'ai envie de le Ouais, redécouvrir ouais, en oui, français. Je me rappelle que. Et bon, de toute façon je vais pas revenir dessus parce que Cédric a tout dit sur effectivement sur ce qui est raconté, sur l'importance des sujets qui sont évoqués, tout en ayant ce thriller psychologique qui prend vraiment au trip et en fait bah, tu es obligé de tomber dedans et tu kiffes hein, parce que c'est trop bien en fait. On l'a dit, ça fait très Silence des agneaux, ils y font référence et ça marche de fou quoi. Il y a tout ce truc vraiment que j'aime où le suspect lui dit mais c'est bien, tu viens, tu m'interroges, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Elle porte sur quoi ta BD? Tu veux raconter ma version? Qu'est-ce que tu veux raconter? Et donc on sent que lui se pose la question, fait le cheminement et bon, on va apporter une réponse à cette question. Mais voilà, voilà, moi, entre ça et World Tree, dernièrement, World Tiny Tree. Unform, moi, il me chope. Je vois pas un récit qu'il a fait en dessous. Ouais. Quand je me rappelle, tu en as parlé, t'as parlé du numéro 1, là, l'issue 1 dans le SNGL, en hype d'ailleurs. C'était non, c'était dans une hype que Non, j'avais parce que je préparé. pense C'est que moi qui j'ai- avais préparé le SNGL et J'en ai peut-être t'en as parlé dans après une quand hype. tu l'avais lu. Parce que j'avais fait une Voilà. blague sur Sofiane C'est ça. qui était pas très drôle à l'époque et je m'en souviens. Et tu l'as, oui, tu l'avais déjà rien que dans la, Deviant Prod. rien que dans les sa hypes, chaîne. rien que dans les hypes dans le SNGL, tu m'avais hypé en fait. C'était le but du coup de la rubrique, mais aussi, mais j'avais envie d'y aller dessus. Voilà, mais c'est et puis Ouais. t'en avais parlé comme, enfin, moi je me disais, bah, oui, sans voir les visuels, rien que quand t'écoutant, je fermais les yeux, j'avais envie de sauter dedans, quoi, vraiment, clairement. Et vas-y. Et là où l'auteur est fort, c'est que ce soit dans celui-là ou dans World Tree, il y a des scènes de dialogue qui pourraient être qui sont super longues, qui pourraient casser le rythme, mais en fait, ça étoffe l'histoire sans te faire perdre le fil. Et c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il y a plusieurs BD où tu as ça et tu dis, ouais, c'est bon, arrête de parler, enchaîne. Ouais. Et même dans World Tree surtout, il y a deux flics qui parlent pendant limite une arrestation, tu te dis mais pourquoi ils parlent? Et en fait ça passe, les dialogues sont super bien travaillés, ça passe crème et ça étoffe les personnages. Et c'est très bien travaillé à ce niveau-là aussi. Mais ça me fait penser aussi au tome 1 de Something is Killing Killing the the Children, Children, où il y a un interrogatoire et c'est pareil, tu dis bon, ça a duré à 3 plombs et c'est un régal. Quoi. Ouais. Il y a vraiment un jeu du chat et de la souris avec l'interrogeur et l'interrogé et ça marche vraiment topissime. Quoi. Des choses à rajouter sur The Deviant? C'est bon, c'est parfait. Alors j'enchaîne avec Jeff Smith sur Bone. C'est le tout dernier tome, Big Johnson, Bone et autres contes oubliés. Alors, mon passif sur Bone. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai toujours entendu parler de ce truc. J'ai toujours voulu le tenter. J'avais à l'époque chopé l'intégrale en noir et blanc, du coup, qui est sorti à 29 € en occasion chez Bulle en Stock. Et j'étais super content. Du coup, j'ai lu les 2 premières histoires et j'y ai trouvé vraiment un truc peu commun qu'on pourrait rapprocher sur la jeunesse de Picsou un peu. D'accord. Avec vraiment une bestiole, un truc un peu hors du commun, sympathique, que tu as envie de dessiner, que tu as envie d'aimer. Voilà, il y a beaucoup d'empathie pour ce personnage et ça marchait vachement bien. Il était truculent, rigolo. Enfin, moi c'était vraiment. J'avais lu un bout quoi et c'était pas grand chose. Hein. J'avais lu moins de la moitié, à n'en pas douter. Et c'était vraiment c'était sympa. Je passais un agréable moment et voilà. Donc là, c'est le tome qui suit ça. C'est en couleur. C'est donc Big Johnson Bone. Donc on suit finalement un ancêtre, si j'ai bien tout compris.
Et en fait, c'est un feu de camp où, justement, un peu à la manière de Riri, Fifi et Loulou. Et alors, je sais pas où s'arrête la ressemblance, mais en tout cas, moi, j'ai vu vraiment plein de ressemblances. Et à ces petits gamins, là, autour du feu, on va raconter cette fameuse histoire de Big Johnson Bone et de comment il a mis à mal les ragarous, enfin, ce genre de choses. J'ai pas retrouvé ce que j'avais avec les histoires que j'avais pu lire de Bone jusqu'ici. J'ai pas retrouvé ce côté... Là, c'était juste sympatoche. L'autre, c'était vraiment... Il avait un côté rigolo et fun et... il y avait du peps, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment... il y avait du peps. Et là, je retrouve pas ça. Alors, je peux pas dire que j'ai passé un moment désagréable, mais pour autant... Voilà, c'était des histoires sympatoches autour d'un ancêtre. Je peux pas dire que j'ai pas souri 2-3 fois, mais sans plus, quoi. Donc je vais pas beaucoup en dire plus, à part ça, parce que vraiment, il n'y a rien d'autre à dire au niveau de l'histoire. Au niveau du ressenti, je pense que ceux qui ont aimé la première série, déjà par complétisme, je veux dire, tu vas pas t'arrêter à 2 mètres du buffet, c'est pas possible. Donc ils seront pas déçus. Pour autant, ne vous attendez pas, et encore une fois, si des gens veulent me contredire en commentaire, allez-y, faites-vous plaisir, parce que pour le coup, on a tous un avis sur la question, et c'est ça qui est chouette. Mais pour autant, je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais avis sur la question. Non, mais c'est vrai, et ça n'a jamais été autant vrai qu'avec celui-là, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui vraiment prendront leur pied, parce que c'est la suite, et ils vont retrouver un truc qu'ils ont connu depuis bien des années avec Jeff Smith. Pour autant... Moi, j'ai trouvé que la recette, elle marchait moins et ouais, ça marchait moins. Pour autant, j'ai pas passé un moment désagréable. Donc voilà, publié chez Delcourt, il me semble que c'est 16,50 et c'est en couleur. Voilà, contrairement au noir et blanc des anciens. Et je me demande même si ça n'a pas été recolorisé après ces tomes-là. En tout cas, dans l'intégrale que j'ai, c'est en noir et blanc. Et voilà, donc faites-vous plaisir pour les connaisseurs. J'ai envie de dire, ne faites pas comme moi, lisez d'abord la totalité, je pense, et puis allez dessus après. Peut-être que justement, vous y prendrez plus de plaisir parce que ça fait une suite à ce qu'il y a déjà eu. Par contre, moi j'ai pris mon pied parce que même en ayant lu, je pense, l'équivalent de 2 tomes qu'il y avait avant, je crois qu'il y en a 9 si je dis pas de bêtises, je pense avoir lu l'équivalent de 2 tomes dans l'intégrale, et pour autant, j'ai retrouvé déjà des références. C'est-à-dire qu'on va croiser un personnage, on va lui dire « Ah oui, c'est comme quand il s'est passé ci, quand il s'est passé ça ». J'étais très content qu'on fasse appel à mes souvenirs sur ce que j'avais lu. Et pour autant, encore une fois, j'avais pas lu, loin d'avoir tout lu, quoi. Donc ça, pour le coup, c'était très très agréable. Hormis ça, je peux pas dire que voilà, c'est la lecture de l'année. Mais lisez Bone en tout cas, allez vous faire votre propre opinion. Allez plutôt sur les premiers tomes ou l'intégrale, mais c'est aussi con de dire commencer par le tome 1. Alors, pour la petite histoire, il y a ça quelques années, il y a eu une expo sur Bone au Festival des Rendez-vous de la BD d'Amiens. Voilà, portée notamment par Laurent en stock. Voilà. Donc moi, c'est à cette occasion que j'ai découvert. Je dirais juste qu'il ne faut pas se fier au dessin qui est très enfantin. Ouais. Un peu stylisé, un peu grogné. Notamment l'intégrale dont tu parlais, il y a beaucoup de profondeur. Oui, complètement. C'est un personnage qui, derrière ce côté un peu naïf, va subir beaucoup de choses. C'est toute une histoire, c'est toute une quête, etc. Donc, c'est beaucoup plus profond que le dessin n'y paraît. Alors, moi, j'avoue, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Je suis très team noir et blanc, c'est comme avec les Corto Maltese. On est ou team couleur ou team noir et blanc. Moi, je suis team noir et blanc. J'avoue que ça, c'est un point qui ne m'a pas aidé et j'ai fait le choix, moi. Alors, je sais que j'ai lu beaucoup d'avis assez positifs dessus. Ouais. J'ai des lecteurs qui l'ont lu, qui ont aimé. Moi, j'avoue, je suis resté sur l'intégrale et cette espèce d'impression. J'aime pas quand. C'est vrai que je sais qu'il n'est pas, comme tu as dit, c'est-à-dire il n'est pas mauvais. Oui, voilà. Mais j'avoue que moi, quand il y a des espèces de bonbons comme ça qui sortent et que tu découvres, parfois à tort, tu n'oses pas y aller parce que tu as peur d'être déçu. C'est pas vraiment une suite parce que du coup, c'est une sorte de spin-off. Bah ouais. C'est presque... Ça peut être intéressant pour des gens qui ne connaîtraient pas le personnage. Ça peut être une manière de le découvrir.
c'est autocontenu. Il y a des rêves, Voilà. mais ça reste effectivement une histoire. Et après, pour continue. ceux qui apprécient ça et qui ont envie de découvrir plus le personnage, effectivement, il faut aller dans la série mère. Mais je pense par contre que la comparaison avec Picsou, elle est pas déconnante. Et quand tu parles de profondeur, c'est un peu comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que sous ces aspects de dessin enfantin et le personnage vit des trucs quand même hyper importants et avec de la profondeur, il y a une quête initiatique qui marchera, quoi. Et je pense que ouais, la comparaison, elle est pas déconnante. Même si, j'avoue que j'aime beaucoup Picsou. Donc voilà. Vous non? Bonne, non? Non, ça me tente pas plus. Pas du tout non plus. Et toi? Je connais pas. Eh ben, je vous propose de passer à autre chose. Il y a encore une Ouais, file moi qui je attend. vais. Alors, Vas-y, je sais pas vas-y. si je vais terminer là-dessus, mais donc pour ceux qui doivent vous suivre, vous savez certainement, et amateurs de comics, vous savez certainement que Panini a lancé une collection Must-Have avec des grands récits, voilà. Donc à titre perso, dans la librairie, comme il y a une opération en ce moment, j'ai fait un choix, j'ai pris des arcs qui me paraissaient intéressants. Rapidement, parce que moi c'est ma Madeleine de Proust. Enfin, c'est mon arc chouchou Le Phénix Noir, de tous les temps, le Phénix Noir. Voilà, et je kiffe, je surkiffe, je l'ai pris en double. Voilà, j'ai hésité. Il y en a un autre aussi que là, qui est le surfeur d'argent de Stanley et Moebius, parce que quand on aime la SF et quand on aime Moebius, ça, c'est terrible. forcément. Bien sûr. Et que quoi qu'on en dise de la vie de Stanley, c'était quand même un bon scénariste. On ne fera pas la vie. Donc voilà. Donc moi, mon petit bonbon, voilà, mon petit bonbon en sucre, c'est ça que j'ai découvert ado dans la collection Saga X-Men chez Semic. C'est vraiment excellent. Et voilà, ça j'adore. Ça rapidement, ça s'appelle en français La vie, la mort, Life Death ou Death Life, je crois en VO. Une période, alors le duo Chris Claremont, qu'il faut quand même dire, a apporté beaucoup à l'univers du comics. En termes de contenu, c'est lui notamment qui a par exemple apporté la judaïcité de Magneto, pour expliquer aussi que le méchant n'était pas qu'un méchant. Voilà. Donc on est dans une période, on est début des années 60. On est début des années 60. Donc le duo Chris Claremont, Barry Windsor Smith. Un récit qui n'est pas inintéressant en collection Must-Have, mais je le montre parce qu'il est en lien avec ce qui vient de sortir, un récit inédit aux éditions Delcourt qui s'appelle Ad Astra in Africa. En fait, la petite histoire, c'est expliqué d'ailleurs sur le rabat de l'album. Donc c'est édité comme un album. C'est du Barry Windsor Smith dans toute sa splendeur. Alors, certains diront que c'est chargé. D'autres diront... Enfin, Barry Windsor Smith, il y a presque du Casa dans du Casa, du Douillet, enfin, toute cette période-là. Et d'ailleurs, ce récit date de cette période-là. Pourquoi je vous parlais de ce Must-Have? Parce qu'en fait, la petite histoire raconte que Barry Windsor Smith avait écrit un épisode sans qu'il soit supervisé par Marvel. Ouh, pas bien. Il ne faut pas faire ça. Et en fait, il a gardé cette histoire sur le coude, qu'il a retravaillée, qui a été publiée. C'est la première fois qu'elle est éditée donc en France. On y retrouve effectivement le personnage de Tornade Ororo à un moment où elle a perdu ses pouvoirs, à un moment où elle est en version punk, etc., avec sa crête, son idylle avec Forge, etc., où elle va retourner en Afrique, puisque, petite parenthèse, Ororo est kenyane. Et voilà, moi j'adore. C'est presque de la BD européenne, parce que je faisais référence tout à l'heure à Druillet ou Casa, qui sont des grands noms quand même de la SF des années 60 ici en France. Je pense que, à mon avis, enfin voilà, c'est effectivement chargé, mais dans le sens c'est précis, il y a un vrai récit. Je comprends pourquoi on sent qu'il y a quelque chose de très perso aussi. Alors elle s'appelle pas Ororo, elle s'appelle Ad Astra. Mais franchement, c'est un récit inédit qui est publié au format album et que je recommande. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les X-Men et que je recommande fortement voilà, dans le cadre d'un apéro comics. Il avait fait aussi la même avec Monstre. À chaque fois, je veux dire Monster, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça veut dire monstre. Voilà. Peut-être.
Mais Mais effectivement. il ne lit pas en VO. Mais il lit en VO. Que du Wolverine, c'est c'est vrai. vrai. Il lit en VO. Du Il y Batman a que les également. vieux qui disent Serval. Hein. Ah bah oui. J'ai dit Serval. Non. Mais je vais le dire. Effectivement, je dis du Serval. Et Wolverine, bon, c'est un peu comme Tornade. Hein. Je veux dire, Tornade, on est plus sur Storm aujourd'hui, quoi. Mais Voilà comment je viens de me faire clasher. Pas du tout. En direct. non, pas du tout. Mais c'est vrai. Hashtag je suis Non, mais- né dans les années 80. Non, c'est pas vrai. Je suis même né un peu Ah, avant. non, mais parce qu'on se faisait la réflexion avec un copain qu'effectivement, on a rebaptisé. On a remis l'église au Qui, milieu ça du vous village avec avec Wolverine parce qu'effectivement nous on le connaissait en tant que Serval, quoi. Il y en a qui l'ont connu sous le glouton. Ben, même dans les épisodes où on parlait du Serval, souvent on le surnommait le glouton. Ouais. Et pour le coup, donc il avait fait la même chose avec Monstre, qui était censé être des origines de Hulk. Et donc Barry Windsor Smith était dessus. D'ailleurs, il y a un an, je l'ai chopé d'occasion. Tu l'as juste à côté de toi. Chez Azimut, je crois. Il l'a toujours pas lu. Et je l'ai toujours pas lu pour la bonne et simple raison que G m'a bien fait comprendre qu'il fallait être dans un mood bien particulier pour le lire. Parce que c'était très très compliqué. C'était violence envers les enfants, tout ça. Donc, enfants battus, tout ça. Donc, il fallait vraiment y aller. Pas Ouais, un là, jour c'est où, plus, tu vois, c'est plus soft. C'est l'histoire d'une résilience de ce personnage de Ad Astra qui arrive dans ce village des années après. Enfin, en fait, du coup, j'ai d'abord lu ça pour me faire une idée. Et effectivement, il y a des éléments qu'on Ouais. va retrouver. Il y a une espèce de cheminement dans la narration. Il l'a juste Bien repatouillé sûr. pour pas qu'elle ressemble... Enfin, pour pas qu'il y ait... Il va y avoir du voilà, procès. mais ça reste une création du coup originale. Et en tout cas, Et, G avait adoré cet Ad Astra là. Il nous en avait parlé justement dans le live à la cool. Et c'était une des seules lectures d'ailleurs de la soirée. Et il avait adoré ce truc. Et puis le dessin, quoi. Il y en a qui se fouillaient, il y en a d'autres qui se détaillaient. Voilà. J'ai dit chargé. Bah Je oui. peux pas dire que c'est pas chargé. oui. Effectivement, j'ai pas dit que c'était bien ou mal. Et alors, C'était chargé. du coup, il y a des pages où il y a de l'écrit. Non, il y a un Non, c'est cahier à la à la fin. fin, C'est à la fin, ok. avec Ok. une interview de la princesse Ad Astra qui a été ok. fait dans le cadre d'un entretien. Voilà, et donc un petit cahier additionnel parce que l'histoire est assez courte. Enfin, en fait, finalement, Ouais, elle bien est sûr. au format de Mais ça fait très une BD, franco-belge, elle est pour au le coup. format épisode, hein, donc Ouais. ça doit être 32, c'est du 32 pages en Ouais, fait. ouais. Hein. Ouais, non, C'est le mais format d'un épisode de comics, hein. Ça me. Format ça, fascicule en fait. ça me donne bien, oui. Mais du coup, c'est vrai que le format album rend encore plus hommage au. Ouais. Et tu avais autre chose ou c'était la Ouais, dernière je terminerai parce que alors, Ah oui, c'est des vrai. fois que les gens de cette boutique ne le savent pas, peut-être pas. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai un rapport très particulier avec les éditions de la Gouttière parce que j'ai été leur attaché de presse, j'ai accompagné cette maison pendant plus de 10 ans. C'est des gens que j'aime beaucoup à titre personnel, voilà. Et comme on parle de comics, on parle de super-héros, je ne peux pas terminer en parlant des super. Voilà, dont le dernier tome du cycle 2 vient de sortir donc, aux éditions de la Gouttière, signé Frédéric Maupaumé et David. David qui, soit dit en passant, a signé mon logo. Mais franchement, c'est une série qui porte bien son nom, Ouais. qui est vraiment super. Voilà, un cycle 1 avec des enfants qui est beaucoup plus enfantine, des enfants qui ont des super pouvoirs, qui vont pas du tout les gérer en fait. Hein, donc, voilà. Un cycle 2 qui est plus mature, qui est plus où Fred Maupaumé, le scénariste, a planté un univers plus dystopique avec une prise de contrôle sur les libertés, l'information, etc. Les deux, hein, c'est deux. Franchement, Frédéric Maupaumé, c'est un super scénariste qui sait écrire, qui sait rythmer. Qui a plein d'idées. Il a sorti en début d'année une BD qui s'appelait La Quête, qui est juste géniale, petit aparté. David, pareil, a le sens de la mise en scène. Donc on retrouve ces enfants super-héros dans le cycle de Matt et Lily. Donc voilà, c'est sorti la semaine dernière, vendredi dernier, et c'est mes chouchous. Je les aime, je vous aime. Il y a du coup 5 ou 6 albums, je crois. Il y a pour le 5 premier albums cycle. sur le premier cycle. Ouais. Et il y a donc 3 albums sur le second cycle. En tout, il y en a 8. Et de mémoire, ça coûte 18 €.
le tome. En tout Oui, cas pour, il y a une en tout histoire cas comme pour le ça. premier cycle. 18, ouais, c'est ça. 18 Et aussi. vous avez aussi disponible dans une grosse intégrale le premier cycle à 39 €. C'est dans des teintes sépia. C'est pas du tout en couleur pour le coup. Et je le sais parce que ça fait des plombes que je me pose la question parce que j'ai les deux premiers que j'ai adorés. Alors, Ah ouais. effectivement, il y a une intégrale. Donc, effectivement, il y a une intégrale. Plus près du micro, c'est mieux. Voilà, qui est comme ça. Tu as raison. En fait, alors, c'est pas vraiment sépia, c'est effectivement des teintes Ouais, c'est- en bichromie avec les couleurs changent en fonction des albums. Ok. Et plus on avance dans l'histoire, et plus il y a une sorte d'obscurité, il y a des teintes beaucoup plus sombres à la fin qu'au début, parce qu'il y a une progression, il y a une tension narrative qui monte d'album en album jusqu'à la fin, enfin la fin du premier cycle, elle est Et juste ça m'énerve vraiment parce que exceptionnelle. à chaque fois je me pose la question, à chaque fois je le feuillette et à chaque fois je pense le prendre. Si je puis me permettre, je vais faire ma raclette, mais on est d'accord que là, super, comme va à Lyon. une grosse partie du catalogue de la Gouttière, c'est de la BD jeunesse, on est d'accord. Alors, les éditions de la Gouttière est un C'est un éditeur éditeur spécialisé spécial. en BD jeunesse. Là, on a... Avec une particularité sur le second cycle et donc initié par le second cycle de Super et par l'album dont tu parlais tout à l'heure qui s'appelle Quand j'ai froid, je rétrécis, avec une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus grand public, C'est bien ce qui me- parce que, plus accessible à des adultes. parce que les- le les format éditions de la intégral, hein, il est plus adapté à un public adulte qu'un public... Comme beaucoup d'intégrales. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Ah, bien sûr. Parce ouais. que souvenez-vous, il y a quelques années, quand Marzi est sorti au format album, donc Marzi qui a raconté l'enfance en Pologne de sa scénariste Marzena Sowa, Ah oui. avec des couleurs très pop, des aplats, Mhm. voilà, très numériques, ils ont ressorti une version intégrale dans des tons comme ça sépia qui a attiré beaucoup plus les adultes que... Oui. Que j'ai rencontré. Mais oui, au ça, rendez-vous de la BD, les super, c'est de la BD jeunesse. Mais c'est vrai que c'est Avec moins- des c'est- enfants super-héros. Mais c'est vrai que c'est moins facile pour Oui, les ce que je veux gamins dire, c'est de par rapport au traîner format. Le format intégral est... Oui, et puis le format bipro, En plus, hein. qui est plus proche du travail de David, parce que Ouais. en fait, David fait ses crayonnés ancrage et la D'accord. vie à la main, et après il passe la couleur à l'informatique. Et il y a quelque chose effectivement d'un peu plus mature quand on travaille en Ouais. bichromie que la version couleur. Mais voilà. Et un cycle 1 qui est un peu plus enfantin, et un cycle 2 dans lequel il y a une ellipse temporelle entre les deux cycles de quelques années, et les enfants ont grandi. Dans l'un, ils sont collégiens, lycéens, et dans l'autre, ils sont étudiants, presque adultes, quoi. Donc, D'accord. Et tu vois, je crois que c'était la première rubrique geek qu'on a fait. Je parle même pas en tant qu'adhérent au truc, mais quand on a été invité la première fois, j'avais parlé des Ouais, deux je premiers me tomes de rappelle, ouais. Super. Et moi, j'avais été vraiment emballé par le truc, quoi. Je trouvais ça vraiment top. Les dessins étaient vraiment très chouettes. Il y avait un côté enfant, quoi, BD jeunesse, indéniablement, mais qui traitait aussi de sujets vraiment vrais, en fait. Ouais. Et je me souviens que dans les premiers, on les voit aller à l'école et ils doivent gérer des C'est problèmes de super-héros pour être comme tout le monde, mais en même temps, ils ne le sont pas. oui, parce qu'en Donc, plus, c'est des orphelins. Ouais. Leurs parents, c'est des super criminels de l'espace qui les ont plus ou moins abandonnés. Il y a Ouais. le grand frère qui joue le rôle un peu du papa, mais ça reste un préado. Hein. Et ce qui est hyper intéressant, c'est là où Fred il est bon, c'est que il y a une espèce de tension dramatique qui monte d'album en album, et des personnages qui gagnent en plus en intensité. Enfin, moi, c'est mon... Mais en même temps, je les aime trop, ces éditions. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est aussi... Mais voilà, c'est... Je pouvais pas ne pas parler de Ouais, ouais, super. Non, mais Très c'est bien. cool aussi de, Oui, vraiment, c'est exactement de ça. voir On ce qui pouvait se- pas ne on parler pouvait pas de ne super. de voir ce qu'ils sont devenus et de C'est les une voir espèce de grandir, gimmick. quoi. Il y a un côté Carrément. très cool, quoi. Complètement. Ouais, le dessin est vraiment très chouette. T'as autre chose Un à petit nous- truc, Vas-y. mon petit Je t'en bonbon prie, je t'en prie, je t'en du prie, je moment t'en prie. en termes de ce que j'ai pu recevoir ces derniers temps. Le dernier festin de Rubin chez Urban en collège, dans la collection Urban. Néo en avait parlé chez nous dans un SNGL, il me semble, le dernier SNGL auquel il a participé avec nous. Pour moi, c'est mon coup de cœur du moment, clairement. Festin de Rubin, rapidement le résumé, c'est une divinité déchue. Glouton qui a fini, enfin qui est très épicurienne, qui finissait par en fait tout manger, même les êtres humains, qui les trouvaient délicieux, qui les trouvent toujours délicieux dans le présent de la BD.
du titre, et qui revient à un moment donné pour, dans le seul objectif de tourner son ultime documentaire, enfin son ultime histoire, son documentaire sur son histoire de gastronome glouton. Et on va suivre en fait cette divinité. Donc c'est contemporain, hein, je veux dire, l'histoire se passe au XXe siècle, etc., au XXIe siècle. Et il va s'affubler d'un jeune cinéaste, d'un jeune réalisateur qui a laissé tomber la réalisation pour diverses raisons. Je vous les laisserai découvrir dans le titre. Et il va réussir à l'embrigader, à le suivre dans ses pérégrinations gastronomiques. Et j'ai pris une claque monumentale, vraiment, à tous les niveaux, en termes graphiques, en termes scénaristiques, en termes de voyage. Ça donne envie d'aller dans cet endroit, dans cette zone-là du monde, l'Inde. Un peu le côté... Ouais, on suit tout ce périple gastronomique, et à chaque chapitre plutôt est accolé à une recette de cuisine, une recette de spécialité indienne, hindoue ou indienne, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie. Parfois, quand on a ce genre d'ajout dans les récits des recettes ou quoi, on n'a pas envie de lire les recettes. On dit, allez, je vais passer la page. Et là, en fait, tu la lis, la recette, parce que tout est détaillé au grammage près, dans l'ordre. Puis il n'y a pas un intérêt avec l'histoire, enfin, il n'y a pas un truc qui est intimement lié à l'histoire. Moi, j'ai pas... Non, mais j'entendais Néo qui... C'est pas ce qui m'a marqué le plus, ce qui m'a marqué le Néo plus. disait que justement, ça faisait un peu comédie musicale, c'est-à-dire que ça te coupe le récit, mais ça complète un peu le truc. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fin de chapitre ou début de chapitre est l'occasion justement de mettre l'accent sur cette recette, sur ce plat. Et après, c'est l'occasion de digression de la part de Rubin, personnage principal, la divinité déchue. Et puis, forcément, au gré de ses pérégrinations, il va manger des humains. Il est suivi par deux espèces de gardiens qui veulent lui faire la peau, en fait. Et non, moi, j'ai pris une claque monumentale. C'est beau, c'est hyper bien dessiné, c'est très coloré, ça a des couleurs assez flashy, du rose, du violet, du jaune pâle, et ça saute aux yeux, quoi. C'est vraiment, moi c'est mon coup de cœur du moment, mon coup de cœur ces derniers mois, de tout ce que j'ai pu lire. Et je suis pas resté sur ma faim à la fin, parce que même si on en bouffe tout le temps des recettes et on a envie de manger ce qu'ils nous proposent comme recette, mais ça se finit très bien. En fait, il y a une fin, quoi, une vraie fin. Il n'y a pas de fin ouverte, c'est comme ça s'est terminé, et paf, on ferme le bouquin comme on ferme la boutique, et on n'y revient pas, quoi. Et voilà, j'ai adoré. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, pour être tout à fait honnête, je l'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu la couve qui ne m'attire pas du tout. Le dessin ne m'enchante pas des masses, et pour autant, ce que vous en dites, vous êtes, que ce soit toi ou Néo, dithyrambique sur le truc, et ça me donne envie d'y jeter un œil, mais ouais, vraiment, ça m'attire pas des masses, quoi. Enfin, et puis moi, contrairement... déjà, au moment où on aurait pu l'avoir, on aurait pu le demander à Urban, c'est un titre sur lequel je suis pas allé. Alors là, très clairement, c'est Délit de faciès, hein. C'est vraiment, j'ai vu la couche, c'est vraiment, mais je la trouve pas racoleuse du tout, quoi. Et c'est pas forcément positif ce que je dis, mais Moi, quand ça te mais non, mais c'est super intéressant aussi, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas du tout, c'est pas ça qui m'attire, et quand je l'ai demandé à Urban, je l'ai pas, c'est pas la couve qui m'a attiré, c'est le fait que ce soit Ramvi qui soit au scénar, et qu'en fait il raconte un peu son qu'est-ce que j'ai dit? Ramvi au scénar. C'est plutôt ça qui m'a... Parce que lui, c'est Ramvi. Ah, pardon. C'est quoi que tu avais lu, le Batman Nocturne? Non, mais c'est-à-dire que moi, Ramvi, c'était son année ou son moment, ces derniers mois, et j'ai lu qu'une chose de lui, et, pour diverses raisons. Et quand j'ai vu que c'était lui au scénar, et que par-dessus le marché, et en l'ayant lu, c'est encore plus probant, il raconte un peu son histoire aussi, quelque part. Parce que il revient, il y a une espèce de retour aux origines, quelque part. Et quand j'ai lu le topo du machin, je me suis dit, ouais, carrément. Et j'attendais rien, contrairement à ce que je disais sur Zorro tout à l'heure, où j'avais beaucoup d'attentes. Là, j'avais aucune attente, parce que moi, je connais pas, j'ai pas de connaissances historiques ou mythologiques sur l'Inde, ou sur cette région du monde, cette culture.
Donc j'attendais quoi, et j'ai appris plein de choses, même ne serait-ce qu'en termes gastronomiques. Mais oui, vous parliez d'histoire tout à l'heure, oui certainement, il y a comme on a parlé de Néo chez nous, effectivement. Mais moi c'est surtout le voyage gastronomique quoi, et puis le fait que en fait on a un personnage Rubin qui est un gros dégueulasse, hein, c'est clair. Le mec il a aucun scrupule, c'est une divinité qu'on a strictement rien à carrer. Il a envie de bouffer, il bouffe tout ce qui passe, que ce soit de la bouffe traditionnelle ou d'un être humain, hein, voilà. Mais il est très poétique, ce personnage. Néo, c'est ce qu'il disait aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce personnage et le livre en lui-même est hyper poétique. C'est comme si, en fait, il y avait... j'aime bien cette expression, comme si on avait des personnages vaporeux, c'est-à-dire qui planaient au-dessus de tout. Enfin, comme s'il y avait un nuage sur lequel ils étaient, et ils sont dans leur pérégrination comme ça, en train de planer au-dessus. Et c'est exactement la sensation que j'ai eue, comme un coussin. Sur un coussin, on est hyper bien installé. Allez-y, regardez-moi. Je suis un gros dégueulasse, mais vous allez voir. Une sorte de Je suis cannibale beau, je suis poète. poétique. Non mais c'est ça, je suis poétique. Je vais vous raconter la vie. Je vais vous... Et putain, j'ai vraiment kiffé. C'est mon gros coup de cœur du moment. Et, j'en ai pas beaucoup des coups de cœur. Mais là, c'en est un, vraiment. Et ouais, ça restera. Bah, je vais vous faire des commentaires sur YouTube. Hein. Non, moi, Ramvi, pour moi, est surcoté de ouf. C'est-à-dire, déjà, j'ai du mal avec les auteurs qu'en 2 livres, on dit le mec, c'est un génie, tout ce qui sort, c'est de l'or. Il a sorti This Savage Sword, tout le monde disait déjà ça, donc voilà. C'était pas avec les morts oui, de c'est Layla vrai. Stark. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, Tout le monde a dit que c'était un génie. Batman Nocturne, je l'ai lu, j'ai pas trouvé ça ouf. J'ai pas dit que c'était un génie. Hein. Non, mais beaucoup de gens disent ça. Batman Nocturne, j'en ai entendu vraiment. Batman Nocturne, Ouais, c'est c'est une pareil. ressucée de la cour des C'est hiboux, pareil. il a rien, enfin voilà. Et là, il a Stark, je suis désolé. Excuse-moi, on l'a pas dit tout à l'heure par rapport à City of Madness, mais le retour de la cour des hiboux, ça c'est un kiff absolu quoi. Ah bah oui, c'est Enfin, clair. moi depuis que je sais ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dessus quoi. Et vas-y, excuse-moi. Et Layla Starr, je suis désolé, hein, je suis passé à côté Ça me- complètement. j'y vais. Je l'ai pris en médiathèque et non, je l'ai pas fini. Ça va. Alors c'était pas le bon moment, hein. Mais du coup, moi Ramvi, c'est vraiment, alors c'est peut-être con, hein, mais c'est un mec qui va m'éloigner de l'achat justement. Ouais. C'est-à-dire Ouais, si je mais- vois Ramvi, j'achète. Si je puis me permettre. si Et je personne puis- n'arrivera à me le vendre. Si je puis me permettre, là, comme je disais tout à l'heure, Ramvi, là, il fait pas du Ramvi, j'ai l'impression. D'après ce que j'ai compris, comment dire, il y a une part de lui là-dedans, contrairement à ce qu'il peut faire sur Batman ou sur d'autres titres. Mais dans Layla Et- Starr aussi, c'était un peu. Et il y fait référence dans moi, Layla Rubin, Starr, à Layla ça l'a Starr. pas fait. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Alors, j'ai pas dit que c'était un génie, parce que moi, j'ai pas lu grand-chose de lui. Mm. Mais j'avoue qu'il a été... Il a pas dit, mais- il a été au centre, chez Urban particulièrement. Donc forcément, l'auteur de l'année, le scénariste de l'année, pas de l'année dans le sens où c'est le meilleur, mais c'était son moment, c'était Ouais, c'était je l'année suis Ramvi, d'accord, quoi. mais moi c'est vraiment que. Qu'est-ce qu'elle dit, sur le Léa livre, ça fait Elle que je dit, l'achète pas. alors que Brubaker, Non, c'est un génie. voilà. En toute objectivité. En toute objectivité. tout à fait. Contrairement à justement Et James je suis Tynion d'accord. Fork sur le nom ou Lemire et Sorrentino à part Primordial. Hein. Merci. Et la suite aussi, Merci. Non mais Primordial, on est d'accord. De toute façon, on a fait une émission là-dessus. Enfin, Ah, il y a 2 ans. mais non, c'était l'an dernier, non? Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est une première fois qu'on Mais bref, Il y avait James. c'est des gens qui vont me faire acheter ça le. sera coupé, ça, ou Qui vont me faire acheter le bouquin. Autant Ramvi va me faire ne pas acheter. On pourra me dire c'est génial, si c'est Ramvi, j'y vais pas. C'est Ah, mais peut-être con, hein, Mais mais. après, Moi, je le cacherai sur l'étiquette. Sur la couverture. Je mettrai une c'est étiquette le sur doigt la dessus. couverture. c'est Tiens, ça. mais si, ça te Ouais, mais alors que peut-être que aussi tu te coupes d'un truc où tu peux Ah, dire, sûrement, oh, sûrement. ça c'est vraiment Sûrement, bien. sûrement. Mais quelqu'un qui je te dirait- prendrais pas le risque quelqu'un d'acheter qui te un dirait, truc que écoute. je risque de pas aimer. Quelqu'un qui te dirait, écoute, je sais que t'aimes pas Rami, mais là franchement, je suis persuadé que tu vas aimer. Alors je le volerai et si c'est bien, j'irai le payer. Écoute, je sais que tu n'aimes pas Ramvi. Non, mais en tout cas, si, comme disait Jules, écoute, je sais que tu n'aimes pas Ramvi, mais là, je suis sûr que tu vas aimer le dernier festin de Rubin. Ça parle de bouffe, ça parle de voyage. Ça parle de bouffe, tu vas Non, forcément mais c'est aimer. vrai que sur par exemple Ulysse Cyrano, c'est ce qui a marché sur moi. Il a aimé Quartier Lointain. Mais c'est pas Ramvi, hein, sur Elvis et Cyrano. Non, Bah oui, apparemment, je me souvenais plus de ça. bah, j'ai aimé, j'ai pas trouvé ça. Ah, ouf, j'ai mais aimé. En tout cas, ce fut un très bon apéro comics. Exactement, C'était ouais. vraiment très très cool de faire ça. Ouais, en- merci en beaucoup encore à IRL. toi de nous avoir Ben, avec accueillis. plaisir, revenez quand vous voulez. Et puis c'est vrai que pour ne pas le citer, mais quand même, James nous disait à l'époque quand il faisait Comics Discovery que pour le coup, il y avait une autre ambiance, un autre truc de le faire irréel et de le faire à distance. On a
à 90% du temps toujours fait en IRL, à distance, pardon. Ça fait quelques fois qu'on le fait chez Bulle en stock, c'est un vrai plaisir aussi d'échanger en direct. Et c'est vraiment très cool de nous accueillir, encore une fois, merci, parce qu'on se connaît pas, et du coup c'est très cool d'échanger sur nos passions. Quoi. Enfin, ça fait 2 heures qu'on discute ensemble, j'espère qu'on se connaît. Maintenant, on se connaît un peu plus quand même. Oui, voilà. Ce sera toujours un plaisir, et du coup une escale obligatoire. Et Ben, puis quand vous tu montes à Bah ouais. Picardie, Carrément. faut pas hésiter Avec plaisir. à nous le dire. Bah oui. Carrément. Et pourquoi pas chez Bulle en stock. Chez Bulle en stock, ouais. Ah, ça serait vraiment un top. crossover de Un librairie. crossover. De toute façon, si je viens à Amiens, ça sera premier week-end de juin ou Ah bon, on y deuxième sera. week-end de juin ou troisième week-end de juin. On y Eh bah, sera. allez, et on y sera. Il y a on des y chances sera. que ce- il y a des chances que Il y a de grandes chances qu'on y soit. Il y a des chances que ce soit en juin. Qu'on y soit les 2 week-ends. Non, mais c'est ouais. moi, c'est ma ville de cœur. Très cool. Bah, merci encore en tout cas. Bah, de rien. Avec Ah, la plaisir. météo, Non, alors, si je puis me permettre. Juste l'année Non, non, dernière non, où il y a non, eu un non, petit non. couac On peut météo. couper sur le point météo parce que On peut couper tout court. Ah, on aime à Amiens. non, il y a vraiment l'année dernière où c'était. Ouais, un peu mais- Non, il y a d'habitude. 2 ans, je suis venu, on a limite pris des coups de soleil. Ouais. On Alors, a non, je limite suis d'or. limite. Ah, Mais t'as pris un mais star, t'as mais- Pas du C'était la canicule. T'étais Même toi, tu te T'étais plaignais. pétard de la face. Même toi, tu te plaignais. T'étais là. J'en on peut plus. c'est chaud. Ah, vous étiez pétard quand même. Hein. Comme quoi Complètement On était pétard. Allez, Et, on va couper et puis on va passer à. Et l'année dernière, du coup, Eh oui. on s'est caillé, franchement. Je Oui. me fais confiance et je m'embrasse d'avance qui au montage vous dira de quels éditeurs on remercie pour nous avoir permis de vous chroniquer certains bouquins ce soir. On vous fait des poutous, on vous dit à la prochaine. Ouais. Comme à l'accoutumée, je lève mon verre à quelqu'un qui peut le faire. En tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit au prochain apéro, Allez. comics ou BD. Bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Mais quel régal d'avoir été dans cette boutique, la Malabule, d'avoir rencontré Nicolas, d'avoir pu discuter, d'avoir pu parler de notre passion qu'est le comics. Avec un tout petit peu de BD, on a fait une entorse au règlement, mais évidemment, c'est les éditions de la Gouttière, c'est à Amiens, c'est chez nous. Donc j'ai envie de dire, il n'était pas question de lui dire de ne pas en parler. Comme vous le savez, je l'ai dit, je le redis, on en fera plein dans toutes les boutiques où on pourra aller, là où on aura le temps, là où on nous autorisera. Il se murmure que peut-être nous irons à Lyon à un moment, exprès ou pas pour ça, mais en tout cas, j'adore ce format, vous le savez maintenant, et il y a vraiment moyen que je m'immisce dans certaines librairies. D'ailleurs, s'il y en a qui m'écoutent des librairies et qui veulent spontanément apporter leur candidature à l'expérience, allez-y, nos MP sont ouverts, ça nous fera bien plaisir de se caler une date, de voir si c'est possible ou pas. Mais bordel, que c'est bon. Et j'ai envie de dire, on va à chaque fois, une fois par an, à Montpellier. C'est tout en bas de la France. Donc on peut remonter, faire des escales, voir ce qu'on peut faire. Mais vraiment, vraiment, ce sera toujours un plaisir. Avant de vous laisser, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette émission, merci d'être toujours aussi nombreux à suivre les apéros, qu'ils soient comics, BD ou manga apéro sur la chaîne Manga Saucisse. Si tu n'es pas abonné, il faut y aller là maintenant tout de suite. Et puis, enfin, remercier comme il se doit les éditeurs qui nous ont permis de vous chroniquer ce soir les titres qu'on a pu vous chroniquer, à savoir Urban pour le dernier festin de Rubin, mais aussi Duke et Cobra Commander, le dernier tome de Bonne chez Delcourt, et enfin le Zorro de Sean Murphy chez Urban Comics. On les remercie, à vous, on vous fait de gros bisous, et on vous dit au prochain apéro. Ciao ciao.